Bonsoir et merci à tous de votre présence. Ce soir, pour nous conter l'aventure technique et constructive de la France d'après-guerre et l'avènement du logement de masse, nous avons réuni Hélène Caroux, qui est docteure en histoire de l'architecture, auteure du livre qui va être présenté, Réinventer la maison individuelle en 1945, la cité expérimentale de Noisy-le-Sec, entre autres. Hubert Lempereur est architecte praticien et fondateur de l'atelier Multiple, auteur du carnet d'architectes qui sera présenté ce soir, Félix Dumel, architecte de la Cité Jardin, Yvan Delomontet, architecte et docteur en architecture et enseignant à l'École polytechnique de Lausanne et auteur du livre Reconstruire la France, l'aventure du béton assemblé 1940-1955. C'est Monsieur Reichling qui nous fait l'honneur de conduire les échanges ce soir. Monsieur Reichling, vous êtes architecte et professeur honoraire de l'Université de Genève et de l'Académie d'architecture de Mendrisio. Alors, en préparant cette rencontre ce matin avec Monsieur Reichling, il a fait référence à un personnage qui s'appelle le Papa Lagui, un personnage de la littérature des îles Samoa, qui désigne l'homme blanc européen vu par un chef de tribu, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez, du siècle dernier. Et ce sera le clin d'œil d'ouverture, je crois. Le chef en question s'interroge sur le fonctionnement, le mode de pensée du Papa Lagui. Et donc vous allez tenir le rôle du sage qui pose des questions innocentes, je crois. Et vous allez dire votre étonnement. Je vous laisse la parole, Monsieur Reichling. Bonjour ou bonsoir. Je me suis dit, en lisant les ouvrages des jeunes collègues, que peut-être c'était imprudent de ma part d'accepter de diriger cette discussion, parce qu'au fond, ici, il y a des experts à table, il y a des experts parmi le public, et moi, au fond, je suis quelqu'un qui est un peu extérieur à tout ce qui fait le contenu de ce livre. Et alors je me suis dit, mais à la fin, je ne peux que jouer le rôle de l'étranger qui pose des questions et qui s'étonne toujours sur ce qu'il voit dans ce pays merveilleux, mais qui quand même m'interroge tout le temps. Et je me suis dit, au fond, ce serait bien si je serais l'auteur de ce chef de tribu des îles Samoa, n'est-ce pas, il a eu l'occasion de faire un voyage dans le pays de l'homme blanc, le Papa Lagui, et il a observé tout ce qui se passait, n'est-ce pas, de son point de vue. Et alors, je vous lis peut-être quelques lignes seulement pour comprendre, disons, cette situation. Par ailleurs, c'est un auteur qui a été traduit récemment dans beaucoup de langues, après avoir été... C'est ça, ce livre, on ne sait pas bien, n'est-ce pas, qui est vraiment l'auteur. Parce qu'il y a évidemment un écrivain allemand qui a été aux îles de Samoa pour échapper, entre autres, à la Première Guerre mondiale. Il était photographe. Et puis il est rentré et il a publié ses conversations avec ce chef, qui effectivement semble bien qu'il a été une fois, disons, à travers une organisation religieuse, il a fait un voyage, disons, chez nous les Blancs. Et puis, il parle justement de ce qu'il a vu et ressenti. Alors, je voulais seulement quelques lignes, parce que c'est pas mal. Le Papa Lagui habite comme les fruits de mer dans une coquille dure. Il vit entre des pierres comme le scolopèdre entre les fentes de lave. Les pierres sont tout autour de lui, à côté de lui et au-dessous de lui. Sa hutte ressemble à un coffre en pierre debout. Un coffre plein de cases et de trous. On ne peut rentrer et sortir de la coquille de pierre qu'en se glissant pour un seul endroit. Le Papa Lagui appelle cet endroit l'entrée, quand il entre dans la hutte, la sortie quand il en sort, bien que les deux ne soient qu'une seule et même chose. À cet endroit se trouve un grand bâton de bois qu'il faut pousser vigoureusement avant de pouvoir entrer dans la hutte. Mais on n'est qu'au début, il faut encore pousser plusieurs bâtons.
Ce n'est qu'ensuite qu'on est vraiment dans la hutte. La plupart des huttes sont habitées par plus de gens qu'un seul village de Samoa. On doit savoir exactement le nom de l'Aïga, oh bon, ça c'est la famille, n'est-ce pas, et à qui on rend la visite. Car chaque Aïga a sa propre part du coffre de pierre, soit en haut, soit en bas, soit au milieu, à droite ou à gauche, ou tout droit. Et un Aïga ne sait souvent rien de l'autre, c'est-à-dire un habitant, hein, absolument rien. Comme s'il n'y avait pas seulement un mur de pierre entre elles, mais Manono, Apolima, Savai, c'est-à-dire les trois îles, disons, qui appartiennent au groupe de Samoa. Et de nombreux maires. Ils savent souvent à peine leur nom, et quand ils se rencontrent devant le trou où ils se glissent, ils ne se saluent qu'à contre-cœur ou bourdonnant comme des insectes ennemis, comme s'ils étaient fâchés de devoir vivre proches les uns des autres. Je pense que c'est une belle observation, description du milieu qui est le cadre de vie, disons, des gens dont on parlera ce soir. Parce que, évidemment, ces différents ouvrages qui sont ici présentés, qui seront un peu le prétexte après pour entamer une discussion, tous ces ouvrages, ils parlent évidemment, disons, de bâtiments, de quartiers, de construction, de processus de fabrication, mais il parle aussi beaucoup, et dans un cas surtout, dans le cas, disons, de Noisy-le-Sec, il parle beaucoup, disons, de façon interposée, des habitants et de ceux qu'on fait pour que les gens puissent se loger d'une certaine façon suffisamment aimablement, hein, sans pas trop... sans se sentir trop dans le provisoire, sans que, disons, que leur habitude soit trop secouée, dans des maisons qui sont, on verra bien, souvent provisoires, où ils ont l'aspect, où ils ont toutes les caractéristiques du provisoire. Bon, je ne ferai pas long, parce qu'au fond, vu que je suis un peu ignorant, je préfère faire parler les autres. Alors, j'ai pensé que comme pour entrer dans notre... discussion, je pense que c'est important que les différents auteurs nous parlent de leurs livres, enfin ce livre pour lequel ils ont été invités, mais ils peuvent parler de leur intérêt en général à l'architecture et à l'histoire de notre art, de préciser ou de dire qu'est-ce qui les a poussés à s'occuper de ce qu'ils font. Évidemment, il y a toujours une occasion. Hein. Il y a un crédit pour faire un livre, un travail dans un certain service, etc. Mais à la fin, si on est un chercheur sérieux, même quand on répond à une demande concrète, on cultive quelque chose qui fait partie de la propre recherche, de ce qui intéresse au-delà, disons, de l'occasion. Et c'est pour ça que je pose la question à tous les trois, l'un après l'autre, disons, un peu de dire où ils se situent dans leur trajet de chercheurs ce travail qu'ils ont fait. Alors je commencerai naturellement, parce que c'est comme ça qu'on fait, disons, par Madame Hélène Circo, mais qui nous a présenté un livre très intéressant sur quelque chose que moi je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu, hein, n'est-ce pas? C'est cette cité expérimentale de Noisy-le-Sec qui était un champ d'expérimentation sur le logement. Évidemment, sur la construction aussi, mais surtout sur, disons, des types de logements. Alors, évidemment, ce type de logement, ça correspond à un standard, ça correspond à un critère d'économie, ça correspond à... On ne veut pas choquer les gens, on veut que les gens puissent accepter ces bâtiments comme ces bâtiments expérimentaux comme des bons logements. Et puis, pas tout le monde est content, ils se plaignent. On peut reconstituer aussi les raisons pourquoi ce n'est pas vraiment peut-être le bonheur. Il faut sauver tous ces bâtiments. C'est important, disons, et c'est un des engagements de Madame, c'est la défense de ce patrimoine. Ça dépend du patrimoine et ce n'est pas évident parce que certaines maisons expérimentales ont été en partie déjà détruites et peut-être même quelques-unes très intéressantes.
c'était des maisons qui venaient un peu de partout. Eh bien, il y a, si je ne me trompe pas, une trentaine de maisons françaises, mais il y a quand même 25 ou plus, enfin, c'est pas si important le nombre, qui venaient un peu de partout. Hein. C'est-à-dire, par intérêt, des maisons américaines, il y a même un Suisse, hein, parce que j'y tiens beaucoup parce que je viens de ce pays, et puis il y a des Suédois, il y a des Finlandais, etc. Mais en parlant avec l'auteur, j'ai l'impression qu'on dit au fond, s'occuper de ça, bien qu'elle travaille naturellement, disons, dans les services des monuments historiques de la plaine Saint-Denis, il y a une continuité d'intérêt. Alors j'aimerais bien qu'avec ce qu'elle a déjà fait, par exemple, le fait que c'est un historien de l'art qui a travaillé sur les bibliothèques. Et les bibliothèques, et pas les grandes bibliothèques, mais si j'ai bien compris, sur les bibliothèques, disons, qui sont faites de services à la population, distribués un peu ici par là. Bien, alors je vous aide. Ce sera une intervention courte, mais montrer, afin qu'on sache qui vous êtes. Voilà. En fait, voilà, ce travail est né effectivement il y a quelques années. Donc, j'ai travaillé jusqu'alors essentiellement sur les équipements publics et je travaille pour le département sur l'habitat individuel. Et il s'est trouvé qu'il y a quelques années, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville a fait appel à moi pour travailler sur un article sur cette cité expérimentale, à l'occasion duquel j'ai pu avoir accès au fonds aux archives nationales. Et à travers des visites qui ont été organisées dans le cadre de ces Journées européennes du patrimoine, ça a été aussi l'occasion de voir la situation de cette cité assez extraordinaire, effectivement composée de maisons étrangères et de maisons françaises, qui est une cité qui a été à l'initiative du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme et qui décide en 1946 de lancer un chantier expérimental de maisons individuelles avec 55 maisons différentes, avec des ingénieurs et des architectes tous différents pour expérimenter aussi bien les systèmes constructifs que l'habitation, que la manière dont les plans sont faits pour les habitants, le chauffage, avec cette idée, enfin cette envie de construire après, d'industrialiser des procédés et aussi de normer cette habitation pour garantir aux gens des surfaces minimum. Et cette recherche a été aussi l'occasion de m'interroger sur la préservation de cette cité qui est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2000, mais qui rencontre un certain nombre de difficultés quant à sa préservation, puisqu'on a affaire... Alors, un certain nombre de maisons ont disparu depuis, enfin, il en reste encore une quarantaine, mais la difficulté, c'est de préserver des maisons qui sont à la fois, qui sont toutes différentes et qui ont été construites avec des matériaux aussi très différents les uns des autres. Donc, c'était une recherche, on va dire, sur ces expérimentations, parce qu'en définitive, il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs sur chacune des maisons, et sur ce souci que le ministère de la Reconstruction a eu d'industrialiser l'habitat individuel et d'apporter un confort et une surface habitable pour ces habitants qui étaient les sinistrés de la ville de Noisy-le-Sec. Merci. Bien, alors je passe à la prochaine. Je pense que je vais vers l'empereur de nous parler aussi de sa recherche, enfin, sa biographie d'architecte du Dumail. Mais elle m'a dit en lui posant des questions un peu plus serrées, il m'a dit quelque chose que je trouve intéressant qu'il exprime, parce que c'est un architecte professionnel qui s'occupe de restauration. Fondamentalement, son intérêt, ce n'est pas la théorie, disons, mais c'est surtout, disons, comme sauvegarder le patrimoine. Mais il a quand même écrit ce livre, et ça fait ce qui devait être une thèse, je crois. Hein. Et alors, je posais la question, mais voilà, quelqu'un se prépare à la profession, il s'intéresse au Dumail. Qu'est-ce qui l'intéresse, enfin, de Dumail? Alors, bonsoir. Dumail, je l'ai rencontré, en fait, il y a assez longtemps, à la fin de mes études. Donc, ça devait être à la fin du siècle précédent. Et j'avais une mission, tout bêtement, de classement de ce fonds. Donc, j'avais dû faire un stage de DEA, quelque chose comme ça. Et puis, j'étais comme vous, je ne connaissais pas Félix Dumail. Et ce fonds m'a passionné, pas tant pour son contenu. Félix Dumail est un très bon architecte, mais comme il y en a beaucoup d'autres, au fond. Mais parce que c'était un fonds extrêmement particulier. J'avais déjà classé d'autres fonds d'architectes aux archives de l'IFA. Hein.
C'était un fonds composé d'un très très grand nombre de dessins, donc un fonds quasiment graphique, avec quelques pièces écrites, mais assez peu. Et de ce fait, ce fonds avait été mis de côté par beaucoup d'historiens de l'architecture ou d'historiens de l'art qui aiment bien quand même partir de pièces écrites. Et donc moi, je sortais de mes études d'architecture, j'étais davantage passionné par le rapport entre architecture et archéologie, voilà, que par l'histoire écrite, c'est-à-dire par la trace matérielle. Et donc ce qui me passionnait dans ce fonds, c'était comment faire de l'histoire à partir de dessins, comment essayer de faire une archéologie du projet, hein, reconstituer un peu la conception et le sens d'un édifice à un moment donné. Voilà. L'autre chose qui m'a passionné, c'est que j'ai assez vite compris que ce fonds, Félix Dumail, était totalement unique en son genre par rapport à l'histoire du logement public en France. C'est-à-dire qu'en gros, Félix Dumail, je vais la faire courte, hein, mais Félix Dumail est lauréat d'un des premiers concours HBM de la ville de Paris en 1913, donc, qui sont vraiment les concours 1912-1913 qui lancent le logement public social. Et il va suivre de ce concours HBM de la ville de Paris, puis il va devenir un lieutenant d'Henri Sellier, donc construire un certain nombre de cités-jardins et d'ensembles de logements autour de Paris dans les années 20 et 30, puis enfin le chef-village, grande opération expérimentale des années 50 après-guerre. Donc en gros, à lui tout seul, il résume un peu cette continuité de l'invention du logement de masse avant la Première Guerre mondiale, hein, et puis comment elle se développe dans les années 50 sans tomber du ciel. En fait, ça fait 4 décennies que des gens comme Dumail l'élaborent patiemment. Et voilà, parmi les architectes qui ont œuvré auprès de Sellier, qui au fond était le plus gros laboratoire en France dans l'entre-deux-guerres, ça représente entre 20 et 25 architectes. Il y en a un ou deux très célèbres, hein, dont Baudouin et Notz. Le seul dont il reste un fonds d'archives conséquent où on est l'ensemble des dossiers, c'est Dumail. Voilà. Et le fonds de l'Office HBM de la Seine, pareil, il est à peu près inexistant ou très très explosé. Donc au fond, c'est une source extraordinairement précieuse pour essayer de comprendre la généalogie du logement de masse en France. Voilà, donc il y avait cette espèce de croisement entre l'histoire individuelle d'un architecte méconnu, qui mérite de l'être sans doute davantage connu, et puis la grande histoire française. Voilà. Merci. Maintenant, je passe la parole à Yvan Delemontet, que naturellement je connais beaucoup mieux, parce que je l'ai suivi depuis qu'il était étudiant à Genève. J'étais son directeur de thèse avec Jean-Luc Cohen. Et d'autre part, on a des magnifiques souvenirs de la préparation de l'exposition Perry. Alors, Yvan, je dirais, dans le livre qu'il nous présente, c'est en effet le condensé de sa thèse. Je dois dire aussi, c'est un très beau livre. Pour une fois, l'éditeur était à l'auteur du contenu. Je trouve que c'est vraiment une belle collection. Et je le dis parce que il y a des collections qui le sont moins, hein, malheureusement, et je le regrette pour les auteurs parfois. Et naturellement, il y a évidemment un intérêt évident dans la recherche d'Yvan Delemontet pour la construction. Les autres recherches sont plus, disons, axées, ils ont plusieurs entrées, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard, disons, que dans le livre sur Noisy-le-Sec, on a demandé à Yvan d'intervenir, disons, pour ce qui concerne la construction. On voit bien que les auteurs, en regardant, lisant les différents livres, c'est pour qu'ils se citent les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même une communauté d'intérêt. J'avais même l'impression au début qu'il y a beaucoup plus en commun. Il y a le temps en commun, l'époque, puis il y a en commun, disons, l'aspect constructif qui joue un rôle quand même important. Et puis, naturellement, il y a des aspects qui sont beaucoup plus présents dans la recherche, disons, sur Noisy-le-Sec ou la recherche sur Félix Dumail, c'est le problème du logement. Alors maintenant, je demande à Yvan de nous présenter rapidement un peu, disons, ses intérêts, disons, dans la recherche architecturale, d'autant plus qu'il travaille avec une institution qui a vraiment axé
tous les savoirs, surtout sur la connaissance des techniques constructives, disons, de l'évolution à tous les niveaux, et en même temps de la sauvegarde difficile, parce que faire passer le fait qu'il y a des bâtiments qui doivent être sauvegardés, surtout parce qu'ils sont un patrimoine, disons, le patrimoine réside dans le chantier qui les a produits, réside dans les techniques employées, c'est quelque chose, disons, qui n'est pas évident pour le conservateur traditionnel, disons, ce qui se comprend. Oui, donc la première chose que je peux dire, c'est qu'effectivement ce livre, comme tu l'as dit, est issu d'une thèse. Donc c'est un travail au long cours, et si je devais en faire la genèse, je serais un peu contraint de revenir en arrière. À l'époque, au tout début des années 2000, à l'époque de l'expo Perret, Perret, la poétique du béton, cette expo qui est passée au Havre, à Turin, et puis qui est venue aussi à Paris, où j'ai eu la chance en fait de participer à ce travail qui était assez, je dois dire, assez jubilatoire. Il y avait Bruno, il y avait Jo Abraham, Guy Lambert, on était une petite équipe comme ça. Et moi, ça m'a permis, pour la première fois, donc j'avais été diplômé il y a quelques années, donc j'étais tout jeune architecte, et ça m'a permis d'avoir un contact quasi charnel avec les archives. On a passé 2 ans dans les archives Perret. Et mon intérêt, Perret, je connaissais très très mal à ce moment-là, et assez rapidement, j'ai été sensibilisé à l'aspect modulaire de son architecture, à son travail sur la préfabrication, sur la normalisation, sur la standardisation. Et tout de suite après l'exposition, j'ai eu l'occasion en fait d'enchaîner sur un DEA que j'ai consacré en fait à la reconstruction du Havre, et où je me suis intéressé plus particulièrement à la dimension à la fois urbaine et constructive de la trame du Havre, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la reconstruction de la ville du Havre a été entièrement réalisée sur une trame de 6,24 m, qui donne une unité à la fois dimensionnelle, architecturale, absolument incroyable à cette ville. Et le sujet du DEA, dont j'en parle parce que c'est quelque chose qui va revenir ensuite dans la thèse et donc dans le livre, c'était de prendre un peu le contre-pied de Peter Collins, qui affirmait dans son ouvrage Concrete que la reconstruction du Havre était un peu pour lui l'adéquation parfaite entre les théories de Perret et l'industrialisation du bâtiment. Et en fait, j'ai démontré plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'industrialisation du bâtiment, telle qu'elle se fait en France, va être une mise à l'épreuve de l'architecture de Perret, plus qu'une mise à l'épreuve, une remise en cause de l'architecture de Perret, puisque l'industrialisation de la construction en France aboutit à la disparition de l'ossature. Or, tout l'édifice théorique de Perret est fondé sur la dissociation de la structure et de l'enveloppe et sur l'ossature en béton armé. Et donc, après ce DEA, j'ai eu l'occasion d'enchaîner sur cette thèse que j'ai consacrée effectivement à la préfabrication en béton en France, parce que je me suis rendu compte, donc, durant ce travail de DEA, qu'il y avait tout un champ qui n'avait absolument pas été défriché et qui traitait en fait d'une multitude de procédés de construction mis en place pendant la reconstruction, donc tout de suite après 1945, même avec déjà des choses qui sont mises en place sous Vichy, sous l'occupation. D'ailleurs, pour ça que les dates clés que je traite dans cet ouvrage, c'est pas 1945-1955, mais 1940-1955. Il y a une continuité, effectivement, entre la période de l'occupation et la libération et ce qui va se faire après. Et donc, je m'étais rendu compte qu'il y avait tout un champ, effectivement, d'invention, d'innovation constructive, qui avait intéressé personne, étrangement. Les sources essentielles ont été les revues, non pas d'architecture, mais les revues techniques, les revues d'ingénieurs, des choses qui sont plutôt rebutantes comme ça, d'un premier abord, donc qui n'avaient pas forcément intéressé ni les architectes ni les historiens. Et donc moi, j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet, à ces thèmes-là, et finalement, j'ai découvert des choses absolument passionnantes. Et dans l'évolution de l'industrialisation du bâtiment, qui est vraiment le grand thème dans l'après-guerre,
toute cette période de la reconstruction est absolument fondamentale parce que c'est pendant cette période-là que sont mis en place à la fois les politiques, mais aussi les principes techniques qui vont permettre d'industrialiser la construction au lendemain de la guerre. Oui, moi je pense que ça, et pour continuer, pour entamer maintenant une discussion, des échanges, je pense que ça est fondamental. Avec ces recherches sur disons, les techniques de construction, mais surtout les chantiers, les machines, les matériaux, on a ouvert, disons, pas seulement, disons, a été ouvert un champ de recherche fondamental aussi pour la conservation. Parce que là, il y a une capitale de connaissances, de savoir, il y a même une poétique. J'ai essayé de suggérer, dans la courte introduction que j'avais écrite pour cette thèse, qu'il y a vraiment une poétique du chantier. Il y a des ouvrages qui sont beaux par le balai de leur construction. C'est comme des happenings. L'esthétique se déplace, disons, de l'objet au procédé. Et pour tenir compte de ça dans la restauration et dans la sauvegarde, je pense que c'est très important. Maintenant, pour venir, disons, un peu les choses dont on peut discuter, c'est qu'il y a d'un côté, et ça c'est une première chose que j'ai découvert grâce à l'Expo Perret, puis les recherches d'Yvan et d'autres recherches que par ailleurs je découvre grâce à mes amis, n'est-ce pas? C'est qu'en France, la construction a joué un rôle fondamental. Disons, les grands ensembles, ces réalisations, disons, de la reconstruction, elles sont souvent peu attrayantes du point de vue sur le regard de l'extérieur. Je pense même qu'il y a eu une espèce d'indifférence du public international intéressé à l'architecture envers ce patrimoine. Quand on pense à l'Italie, on dit surtout quelles magnifiques années ont été les années de la reconstruction, parce qu'on identifie Ridolfi, Molino, Moretti, et puis naturellement le Bibi Pierre, et puis naturellement, disons, tous ces architectes qui ont construit, disons, l'architecture italienne de l'après-guerre, qui est une architecture du point de vue constructif rarement vraiment intéressante, mais par contre, sauf, disons, si on prend les grands constructeurs comme Mangiarotti ou comme peut-être Zanuso, mais sinon, elle n'est pas intéressante, mais par contre, très intéressante du point de vue du plan, du point de vue, disons, de l'intention qu'il y a derrière, qui est une intention souvent un projet idéologique, n'est-ce pas? Le néoréalisme a existé dans le film, la littérature, mais il a existé aussi dans l'architecture. De l'architecture de la reconstruction en France, effectivement, jusqu'à peu, et surtout je pense à l'étranger, on avait une image, disons, plutôt morne, pas indifférenciée. C'est quand on entre dans l'anatomie et dans la fabrication de cette architecture qu'on découvre par contre, disons, des qualités incroyables. On peut dire même que les architectes se sont payés un plaisir énorme disons, sur des objets qu'à la fin, au niveau de l'utilisation, on peut beaucoup en discuter. C'était un plaisir d'inventer tout le temps de nouveaux procédés et comme ça. C'est pour ça que ça peut être, on peut se poser la question, une première question peut être, qu'est-ce qu'a mordu les architectes français ou certains de devenir tellement, s'intéresser à tellement, disons, et faire que vraiment que cette architecture, cette industrialisation du bâtiment advienne, et puis quel est le prix que maintenant l'architecture paye, et les architectes payent, à cause de ça. Parce que quand je suis resté à l'extérieur, et là, disons, vous m'absolvez si je dis trop de bêtises, mais c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que l'état de la profession actuellement, je dirais, la difficulté même de maîtriser les chantiers et tout, et je dirais presque le fait que l'architecte, il s'arrête avec des plans, et puis il n'est plus propriétaire, c'est plus lui qui conduit les travaux, comme on lui enlève le suivi du chantier et tout. Tout cela a quelque chose à faire avec disons, cette
cette production de masse. Et l'autre aspect, par contre, qui me rend plus curieux, parce que alors je comprends encore moins, c'est tout ce qui concerne, évidemment, le logement. Alors, quand je regardais la BAC des plans de Noisy-le-Sec, et je soulignais le fait que c'était très intéressé, qu'il y avait des remarques que je savais d'où elles venaient, mais que je comprenais. Et puis, naturellement, Madame Corot m'a dit tout de suite, oui, mais il y a eu ces maisons, ont fait l'objet d'une évaluation. Et on a interrogé les gens sur le ressenti, sur s'ils appréciaient ou pas. Et là, je dis, c'est un peu dommage. Disons, la prochaine fois, j'espère qu'il y aura beaucoup plus, parce que ces maisons qui sont insignifiantes, ont l'impression, en premier regard, n'est-ce pas? Elles sont très modestes, des petits pavillons. Mais quand on voit les architectes, quand on voit les plans, on comprend que tous ces plans obéissent à des règles qui ne sont pas déclarées. Et pas déclarées, mais que justement à travers l'étude qui a été faite, elles sont connues. Et au fond, disons, je demanderais qu'elle en parle un peu de ça. Et aussi le livre sur Dumail, j'ai beaucoup demandé à l'empereur quel était le motif, disons, au fond, qui l'intéressait. Et j'ai bien compris qu'au fond, il aurait peut-être voulu parler encore plus des plans. Parce que si on regarde seulement le plan de situation, disons, avant la Première Guerre, après, entre les deux guerres, puis après, c'est vrai que c'est des typologies aussi différentes qui sont liées, disons, peut-être à des mandats différents. Mais il y a quand même un type de plan d'urbanisation, d'implantation dans les terrains, dans le territoire, qui mérite un discours. Pour ceux qui ont le logement, aussi, quels étaient les ressorts? Alors on voit bien que ces gens étaient très, très inquiets sur la compatibilité des plans avec la population qui allait servir. Dumail avait fait des dessins qui sont reproduits, qui sont très intéressants, mais d'en avoir beaucoup plus, c'est à lui de nous l'expliquer, des dessins en perspective qui montraient certaines situations dans le logement. Et on demandait aux gens, comme vous jugez une situation plutôt que l'autre, comme on place les lits dans la chambre, la température même dans les différents locaux et tout. C'est-à-dire tous ces aspects que j'ai l'impression que les écoles laissent complètement à côté et que pourtant font l'objet de quelques recherches depuis des années très sérieuses de quelques spécialistes du logement, mais qui au fond, disons, sont presque enfouis quelque part, disons, dans les plans, dans les dessins, dans les archives, et qu'il faudrait, donc, à mon avis, il faudrait parler beaucoup plus pour donner plus de réalité au projet qu'on fait, et qu'on fait maintenant, qu'on propose. Mais maintenant, c'est un peu la balle à vous. Disons, pour moi, il y a au moins deux questions dans l'air, c'est la situation du logement, la réflexion sur le logement à ce temps-là, et quelle réflexion elle suscite maintenant, chez vous, la situation actuelle. Pour répondre effectivement sur les plans, et si pour rebondir ce que vous aviez dit, effectivement très justement, l'ouvrage qu'on m'a présenté comme auteur, j'en suis un des auteurs. C'est un ouvrage collectif avec des contributions de différents auteurs, dont Yvan qui a parlé des systèmes constructifs de ces différentes maisons. Et moi, j'ai davantage travaillé notamment effectivement sur les plans des logements, parce qu'une des originalités de cette cité, c'était effectivement d'étudier aussi les plans des maisons, d'étudier les premières directives en termes d'habitation rurale et urbaine, et donc de mettre en application sur les maisons françaises. Alors non les maisons étrangères qui devaient servir d'exemple et de comparaison, mais sur les maisons françaises, d'appliquer à partir de surface un certain nombre d'instructions, en tout cas de recommandations pour les architectes. Alors parmi lesquelles, ce qu'on en parlait avec Bruno Reichling, notamment la présence des WC, on demande aux architectes de privilégier, de les mettre plutôt à côté des portes d'entrée pour éviter que les enfants n'aient à traverser l'ensemble de la maison pour se rendre dans les WC. Une autre demande qui était faite, c'est de faire des cuisines relativement petites pour encourager les habitants à manger dans la salle à manger et à ne plus manger dans la cuisine.
En revanche, on voulait faciliter le travail de la mère de famille et faciliter cette liaison entre la cuisine et la salle à manger. Donc on demandait aussi aux constructeurs de trouver des systèmes diversifiés et ingénieux pour faciliter cette liaison. Et certains ont privilégié par exemple une porte coulissante, d'autres des passe-plats. Un autre a pensé à mettre une armoire qui s'ouvrait de chaque côté pour permettre d'être à la fois un espace de rangement et un système de passe-plat, tout ça pour faciliter donc cette liaison. Pareil pour les chambres, l'idée aussi c'était de réduire pour certaines pièces, en tout cas de la chambre des parents, de mettre un lit double et un berceau pour que les enfants ne restent que jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que vers 46-47, le MRU décide de donc faire une enquête auprès de ses différents habitants, donc à partir d'un questionnaire qui a été distribué aux personnes sur justement l'emplacement, la situation des pièces, les critiques qu'ils pouvaient émettre. Et parmi notamment les critiques sur les maisons étrangères, les personnes qui ont été dans des maisons notamment américaines ou anglo-saxonnes étaient trouvé très désagréable d'avoir des WC au même endroit que la salle de bain. Donc ça, c'est des choses, effectivement, dans les maisons françaises où WC et salle de bain sont 2 espaces séparés. Autre critique qui a été faite pour ceux qui habitaient les maisons américaines, c'était de rentrer directement dans la salle à manger, ne pas avoir de sas d'entrée préalablement à l'ensemble de la maison. Et ce qui était intéressant, c'est que cette expérimentation et ces questionnements qui ont été posés aux habitants était également posé aux visiteurs de cette cité, puisque ça a été un village exposition, un peu avant le village expo de Saint-Michel-sur-Orge, un peu avant l'heure, où au début c'était organisé pour faire visiter donc, cette cité qui était, dont le chantier s'est déroulé entre 1945 et la dernière maison a été édifiée en 1952, c'est une maison suédoise. Et donc, en même temps que les maisons se construisaient, des maisons étaient terminées, étaient habitées, et donc les gens pouvaient venir visiter ces différentes maisons. Les locataires avaient l'obligation de laisser accéder à leur maison 2 fois par semaine pour permettre aux visiteurs de même se rendre compte et noter les différentes maisons qu'ils visitaient en fonction de l'espace, en fonction des systèmes et des équipements qui avaient été mis en place. Donc c'était une double évaluation qui était faite de ces différentes maisons et qui était vraiment une expérience très, très, très originale et très intéressante. Et le ministère de la Reconstruction a beaucoup communiqué là-dessus. Une des raisons aussi de cet ouvrage, c'est le fonds d'archives qui est extraordinaire et le fonds photographique aussi qui a été fait, puisque le ministère de la Reconstruction a fait une campagne photographique de près de 2000 photographies sur l'ensemble de cette cité. Donc c'est très intéressant puisqu'on voit toutes les étapes de construction, on voit les habitants chez eux en situation. Notamment, on voit une photo d'une famille qui est endimanchée, installée dans la salle à manger, alors qu'elle le reconnaît elle-même, elle ne mange jamais dans la salle à manger. Mais pour cette prise photographique, c'était important de montrer que les personnes mangeaient dorénavant dans la salle à manger. Donc voilà, le fonds photographique aussi a contribué à mettre en valeur ces différents types d'expérimentation et situations. Oui. Donc, oui, sur la question du plan des logements ou de la science du plan qu'avait pu développer Dumail, en fait, il y a un vrai travail collectif qui a été mené au sein de l'Office HBM de la Seine, autour de Cellier, notamment au moment de l'édification des premières cités-jardins, où les architectes, l'administrateur délégué, donc Cellier, et puis un certain nombre de gens se réunissaient chaque semaine et mettaient à plat leurs expériences, leurs évaluations. Et il n'est pas sorti de tout ça une doctrine, ni des plans types, surtout pas, c'était justement ce qu'ils voulaient éviter, mais un travail un peu pragmatique, en fait, je dirais une forme de réalisme technique, qui a abouti à ce que ces architectes construisent quasiment 20 000 logements entre 2 guerres, tous très différents, c'est-à-dire quand on compare toutes ces cités, que ce soit architecturalement ou typologiquement, mais où à chaque fois il y a en commun ce sens de l'économie, ce sens de la série, ce sens de la standardisation, qui montre que effectivement la série ou la standardisation n'a pas forcément grand-chose à voir avec la question du style ou du style moderne. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très
clair et qui, à mon avis, est souvent mis de côté. C'est-à-dire qu'on parle d'innovation quand on parle d'expérimentation. En réalité, dans la genèse du logement de masse, l'expérimentation ne passe pas par l'innovation forcément, mais au contraire par comment maximiser l'organisation du chantier, comment avoir les chantiers les plus efficaces possibles, comment organiser au mieux l'intervention des différents corps d'État entre eux, comment utiliser au mieux les matériaux dans leur compatibilité et puis selon les usages auxquels on les destine. Et en fait, je pense vraiment que c'est ça qui aboutit après-guerre à une reconstruction effectivement qui est en apparence d'une grande banalité et puis qui, dès qu'on commence à gratter un peu, s'avère d'une grande complexité avec des familles entières de types de construction, des familles entières de types de logements qu'on n'a sans doute pas assez regardé. Voilà. Alors, et puis par rapport à la seconde question qu'engage un petit peu ce que nous a dit Bruno Rechtlin, ce qui est certain, c'est que des architectes comme Dumail ou comme Dubuisson un peu après, ça peut-être que pour en parler avec Yvan, parce qu'on a travaillé en commun sur le GEP Village de Saint-Germain-en-Laye, ont mis en place des procédures de chantier d'une telle efficacité qu'elles ont fini par aboutir à leur propre éviction. C'est-à-dire que, effectivement, une fois que Marcel-Hotz à Fontainebleau ou Dubuisson un peu avant à Saint-Germain-en-Laye avait mis en place un usage du procédé de préfabrication lourde de Camus, il restait à changer d'échelle, à passer à l'échelle des 4000, à faire la première opération 4000 de la région parisienne avec le procédé Camus, et puis les grands majors du bâtiment naissaient et l'architecte sautait. C'est les architectes qui ont développé des trésors d'ingéniosité et qui finalement tout ça a eu une fin relativement amère, effectivement. Oui, pour continuer sur ce que tu viens de dire, je dirais qu'un des moteurs en fait, de l'industrialisation de la construction, au-delà des questions de coût, parce qu'il y a toujours cette question du coût qui revient, est-ce que finalement ces constructions préfabriquées étaient plus économiques que les constructions traditionnelles ? On s'aperçoit, alors c'est toujours difficile de répondre à cette question, parce que dans les archives, souvent c'est des données chiffrées, données économiques qui manquent. Et puis, si on prend effectivement le cas de la reconstruction, souvent les constructions industrialisées étaient expérimentales, donc souvent des prototypes. Donc évidemment, avec un prototype, c'est très difficile d'être économique. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une sorte de fuite en avant perpétuelle vers toujours plus de logements, de manière quelque part à justifier l'utilisation de la préfabrication. Dans les quelques rapports que j'ai pu consulter dans les archives, effectivement, les gens qui, soit au ministère, soit des architectes qui encouragent la préfabrication, se désolent en fait de se rendre compte que économiquement, elle ne tient pas ses promesses. Et donc la réponse est toujours la même. C'est, eh bien, effectivement, on a fait 400 logements, il faut en faire 800 pour que ce soit économique. Et puis on se rend compte qu'avec 800 logements, on n'est effectivement pas forcément plus économique. Alors il faut en faire 1000, il faut en faire 2000. Donc il y a vraiment une fuite en avant quantitative qui est très bien représentative, par exemple, quand on prend les grands concours du MRU qu'il organise entre 1947 et 1951, où en fait on passe de petites opérations de 50 logements, type Noisy-le-Sec, à d'abord 200 logements en 1947, puis 800 logements avec le concours de Strasbourg en 1951, puis comme tu dis 4000 logements avec le procédé Camus. Il y a toujours effectivement cette dimension finalement assez idéologique de la préfabrication qui ne tient pas ses promesses. Par exemple sur le chef village, c'est assez intéressant parce que les autorités décident d'utiliser deux types de procédés. Un procédé de préfabrication lourde tout nouveau qui est le procédé Camus, qui aura le succès que l'on connaît puisqu'il sera diffusé dans le monde entier et permettra de réaliser des centaines de milliers de logements à travers le monde.
Et puis un procédé, ce qu'on appelle un peu de manière condescendante le traditionnel évolué ou le traditionnel amélioré, utilisé par Dumail. Et puis on se rend compte en confrontant en fait les deux systèmes que finalement avec le traditionnel évolué, on construit beaucoup plus vite, on construit de manière tout aussi économique, voire plus. Et la conclusion qui sera tirée de cette opération, c'est effectivement de donner 4000 logements à Camus. C'est-à-dire d'encourager quand même la préfabrication, et contre toute attente en fait, puisque effectivement c'est pas le moyen a priori et a posteriori de construire en masse au meilleur coût. En masse oui, mais au meilleur coût, ça c'est encore à démontrer. Et en fait ce que l'on voit, c'est qu'un des moteurs principaux de l'industrialisation au lendemain de la guerre, c'est quand même une fascination incroyable. Fascination des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des politiques pour la préfabrication, pour la construction industrialisée, idéalement à sec, mais qui se fera essentiellement en béton en France, donc pas du tout à sec. Une fascination qui pourrait s'apparenter à un aveuglement, je dirais, pour finalement des techniques qui ne tiennent pas leurs promesses d'un point de vue économique. Mais disons, cette fascination, c'est la fascination pour le processus, c'est-à-dire que comme tu le rappelais, c'est finalement, on s'intéresse plus au chantier, au processus qu'au résultat final. Et il y a un vrai plaisir, une vraie jubilation en fait, de la part des architectes, des concepteurs, à utiliser ces systèmes préfabriqués que l'on retrouve par exemple dans les photos. À l'époque, on voit ces panneaux qui volent en l'air comme ça, ces ouvriers en gants blancs qui sont en train de monter avec leurs clés à molette les éléments qui les assemblent entre eux. Il y a vraiment une fascination et un plaisir jubilatoire d'utiliser ces systèmes au-delà de toute rationalité économique. C'est un peu un processus contre l'autre. Si on compare donc le chef village, donc le chantier Camus du Buisson d'un côté et puis Dumail de l'autre. Dumail, qui à l'époque est beaucoup plus âgé que du Buisson, qui a déjà quelques milliers de logements derrière lui, donc qui est quelqu'un qui est capable de construire effectivement vite et bien, parce qu'il a fait ça pendant des décennies. Il y a une fascination du processus dans le chantier de Dumail. C'est-à-dire que Dumail fait un chantier absolument incroyable, une barre courbe de 250 mètres, je crois, qui est comme une route, en fait. On enlève le moins d'arbres possible pour aller le plus vite possible. On met 4 grues, voilà, avec ce chemin de grue qui tourne, et puis on préfabrique en place, on monte ça par tranche verticale. On commence à chauffer en bas alors que c'est même pas fini en haut le gros œuvre. Enfin, et les officiers américains de l'OTAN, parce que c'était le logement qui était c'était pas encore l'OTAN. Enfin, les officiers américains ou étrangers qui visitent ce chantier, puisque ce chantier est destiné à eux. Quoi, loger des officiers et des sous-officiers, sont fascinés. Pour eux, c'est un chantier naval. Il y a cette anecdote d'un amiral américain qui dit « mais c'est un chantier naval, ce chantier du Dumail ». Donc la fascination du processus, même dans les enquêtes qu'on voit photographiques de l'époque, elle est aussi bien sur la préfabrication que sur l'organisation presque taylorienne du chantier. Je crois, après, là, pour le coup, c'est quelque chose de très français, c'est que ça renvoie plutôt à la question du pouvoir de l'ingénierie et du modèle des travaux publics, qui très clairement est le modèle hégémonique à partir de 40 en France, et qui va se faire forcément contre les architectes, mais à un moment donné avec leur consentement. C'est ça. Et avec des chantiers qui ne sont plus, au fond, des chantiers de bâtiments, qui sont des chantiers de route. Et puis, parce que la préfabrication de route, c'est ça. On fait une usine, il faut transporter du béton sur 40 km avec des camions, donc des camions Renault forcément, puisqu'on vient de privatiser, de nationaliser, avec les routes qui vont avec, et enfin avec tous ces choix qui vont être les choix technocratiques de la France des Trente Glorieuses. Mais c'est vrai que cette augmentation du nombre de logements, au début, la cité expérimentale, un des objectifs, c'est d'en évaluer le coût et le gain en temps, en personnes et en coût de la préfabrication des différents éléments de maison. Et il se rend compte très rapidement au cours de chantier, c'est que ce n'est pas en construisant une maison différente qu'on arrivera à identifier cette économie. Et là, il décide effectivement de construire après, de faire une série de 50 maisons. Donc on a cette opération de 50 maisons. Alors on voit qu'on est encore dans la maison, alors l'objet c'est la maison individuelle, isolée, la maison en bande, et on est sur du petit collectif de 3 étages.
Et donc, on va prendre certains procédés, certaines maisons déjà identifiées à Noisy-le-Sec qui ont fait leurs preuves, en tout cas au moment de la construction, et on va les multiplier et faire à peu près, il y a 16 opérations en Ile-de-France, une trentaine en France et 16 opérations en Ile-de-France, de ces 50 maisons ou bandes de maisons qui seront construites tout autour pour identifier ce calcul. Moi, je pense que ça, c'est quand même un trait qui caractérise, comment dire, la France, hein, et l'architecture française, parce que ça dépasse largement, je dirais, la production banale de logements, mais ça fait partie d'une idéologie, je dirais, d'une poétique, d'une espèce de, oui, pas d'engouement, mais d'un vrai plaisir intellectuel à développer, comment dire, des systèmes en tant que système. Il y a un construct et qui définit aussi une poétique. Et je me pose même la question, et peut-être c'est là la dimension qui dépasse un peu maintenant le cadre seulement architectural. Au fond, on peut se demander dans quelle mesure cela, mesuré à d'autres aspects de la vie sociale, disons une espèce d'anthropologie culturelle française, est-ce que cela ne serait pas un trait intéressant, vraiment intéressant, qui vaut la peine d'être creusé, hein, pour comprendre encore mieux, pas seulement l'architecture, mais se comprendre mieux, même comme identité, disons, culturelle. Parce que en Allemagne, on a dû aussi reconstruire énormément de logements, mais c'est clair que dans l'architecture allemande, cet aspect n'apparaît, comment dire, je ne crois pas. En tout cas, ça serait intéressant à creuser, n'est-ce pas? Je jette ça, mais je n'ai aucune idée si je parle à propos. Mais quand on parle de la reconstruction allemande, c'est jamais ça en première ligne. Plutôt, ce qu'on a essayé, c'était de construire, disons, quelque chose, reconstruire une espèce de mémoire des lieux détruits par la guerre. Ça, c'est clair. Alors, il y a toute cette architecture des années 50, on a peut-être appelé architecture d'accompagnement ou autre, qui est une architecture très, comment dire, je dirais, gracieuse, qui voulait, en un certain sens, effacer l'horreur passée et redonner à des villages encore une espèce de caractère, disons, humain, pittoresque. Il y a une espèce de pittoresque qui se développe dans l'après-guerre, qui caractérise même les quartiers intensifs. Puis plus tard, naturellement, il y aura les grands quartiers nouveaux, disons comme Norwestadt ou des quartiers périphériques de Francfort ou de Cologne ou autres. Et alors là, on est quand même, il n'y a pas une magnification de la production, il n'y a pas une grande invention. Je pense même qu'il y a peut-être des brevets français qui sont repris. Ce serait intéressant de voir. Mais ce n'est pas la dimension architecturale qui occupe les architectes. Les grands architectes, ils préfèrent faire le pavillon de l'exposition de 58. Ils construisent peut-être, ils cherchent des grands chantiers à l'étranger, ou bien des bâtiments représentatifs. Mais c'est pas, on n'identifie pas avec, disons, cet engagement dans la reconstruction. En Italie, c'est encore tout un cas différent. Le Piano Fanfani, il décrète que toute cette expérimentation architecturale n'a pas tellement d'intérêt, c'est réduit le travail, parce que c'est surtout le problème, on veut donner du travail. Et alors, il y a ce fameux manuel de l'architecte qu'on ne sait jamais encore bien maintenant qui est vraiment l'auteur, en tout cas qu'on élabore déjà à partir de 43-44, un manuel qui est vraiment la conservation pure et dure, disons, de l'architecture. C'est vraiment tout ce qu'on savait construire, mais transformé dans un manuel qu'on pouvait distribuer aux bureaux et aux artisans pour construire vite en employant des personnels pas du tout qualifiés, surtout des paysans. Donner du travail dans la construction des paysans.
Et alors le système poteau-poutre et remplissage, il se prête très bien. Et même les fenêtres, on emmène la fenêtre, le cadre fenêtre sur le chantier, comme ça le maçon ne doit même pas compter les briques, il va seulement du pilier jusque contre le gabarit de la fenêtre, n'est-ce pas? Et puis une fois, il y a des joints de 3 cm, une fois de 1 cm, parfois il n'y a pas de joint, c'est une construction bancale comme tout, mais disons qui tient, était pensé pour créer le plus de travail, et naturellement pour donner vite, évidemment, des logements. Et des projets plus idéologiques sont plutôt ceux comme dans le sud de l'Italie, disons, quand on construit ces petits quartiers en dehors de la Martella, par exemple, en dehors de Matera, parce qu'on pense que les paysans devraient rester sur les champs. Et pas dans les grottes, dans les sassi du Matera, qu'on considère absolument des habitations troglodytes inhumaines pour lesquelles on rend coupable le régime fasciste qui n'y était pour rien, en effet. N'est-ce pas? Et quand on construit la Martella dehors, les gens l'abandonnent, rentrent le soir chez eux, parce que, dans les sassi, entre autres, parce que c'est une population paysanne, mais urbaine, qui n'a pas du tout l'habitude d'habiter dans des maisons, dans un petit hameau extérieur à la grande ville. Mais c'est le problème social qui est au centre des préoccupations. Et même dans le logement, il y a là aussi une vérification à quelle mesure ces maisons modernes, en fait, qu'on construit, qui ne sont pas modernes du tout, mais sont compatibles, disons, avec l'utilisateur. Et moi, je me souviens de que mon vieux prof à Florence me racontait une anecdote qui est assez drôle. Ces maisons pour les paysans, on avait naturellement mis des toilettes dans la maison. Dans la maison, ce qui pour le sud d'Italie était déjà une remarquable innovation. Et alors quand ils ont fait une enquête pour voir si les habitants se trouvaient à leur aise avec toutes ces installations techniques, elle dit, ah oui, surtout on appréciait surtout ce truc que vous avez mis dans la salle de bain, enfin de ce que vous appelez la salle de bain. Ah oui? Pourquoi? C'est très bien pour nettoyer les olives. C'est-à-dire, il mettait une toile, n'est-ce pas? Il mettait les olives dedans et puis il tirait la chasse. Et ça n'aurait jamais venu à l'idée, disons, de s'en servir pour l'usage qui était déterminé. C'est-à-dire, il y a une situation très différente. C'est récupérer, disons, donner de l'habitation à la population paysanne, la convaincre à rester sur les champs, ce que c'était très difficile dans le sud, parce qu'elle rentre dans la ville, et ça ne lui coûte rien, le fait de faire des kilomètres dans les retours, et puis, occuper les gens. Mais, enfin, là où, en tout cas pour la cité, il y a un vrai paradoxe, il y a beaucoup d'ambition sur cette cité, on veut expérimenter énormément de choses, et des systèmes qui d'ailleurs n'auront pas de suite, et paradoxalement, on fait des maisons très traditionnelles, en tout cas dans leur forme. Alors avec cette idée, enfin on parlait par exemple de Maupin qui a quand même travaillé avec Lotz et qui construit une maison, en tout cas qui contribue à une maison des plus simples avec un toit vraiment à forte pente, qui a été fortement critiqué d'ailleurs par le MRU pour toute la place qui est perdue. Donc quand on rentre dans la cité expérimentale, enfin rien ne vous laisse imaginer que c'en est. Les maisons sont vraiment... on a quelques toits terrasses, mais ils sont quand même relativement rares. On a deux maisons métalliques, dont une... de l'extérieur, rien ne laisse imaginer qu'elle l'est. Donc il y a cette volonté, ou cette, volontaire ou pas, d'innover, mais atténuer cette innovation, en tout cas, ou pour les gens, par une forme plus traditionnelle. Peut-être que c'était la manière pour le MRU d'essayer de faire accepter ou de montrer aux gens qu'on peut construire des maisons avec des nouveaux procédés, avec des matériaux dont ils n'ont pas l'habitude, mais ça peut rester comme dans les maisons sur catalogue dans l'entre-deux-guerres. Elles peuvent revêtir des formes les plus simples et les plus acceptables, en tout cas pour un grand nombre de la population. Il ne fallait pas choquer les gens, enfin, il ne fallait pas leur faire peur avec
Innovation, enfin innover oui, mais il ne faut pas trop que ça se voit. Enfin, un des procédés typiques de cette époque-là, c'est le procédé Phénix. Je crois que c'est un des seuls qui existe encore aujourd'hui de cette époque, qui est en fait une construction entièrement métallique. Et une fois qu'elle est recouverte, enfin une fois que l'enveloppe est recouverte avec des éléments en béton, imitation pierre, la maison en fait ne dit absolument rien de son innovation technique. Mais ça, je dirais que c'est un peu le cas de toute l'architecture de la reconstruction, qui est une architecture finalement assez banale, qui s'intègre d'ailleurs merveilleusement bien souvent dans des tissus historiques. Si vous prenez par exemple Saint-Malo, la ville de Caen, Orléans, c'est une architecture qui s'intègre parfaitement, qui ne dit rien en fait de son innovation technique, mais en même temps elle est intrinsèquement liée à cette innovation-là, dans le sens où on a souvent parlé, enfin les historiens ont souvent parlé de style MRU pour qualifier cette architecture des années 50, avec ses cadres en saillie, ses façades quadrillées. Et en fait, je pense que pour comprendre vraiment cette architecture-là, il faut s'interroger sur les techniques de construction qui vont la faire naître, puisque toutes ces formes-là sont vraiment issues des processus de construction, des différents procédés qui sont mis en place par centaines entre 1945 et 1950, et souvent par des architectes. Et je crois qu'il faut bien distinguer, il y a une coupure qui se fait, elle n'est pas tant en 1945, elle est plutôt en 1950, où on passe effectivement d'une architecture avec des procédés de petits éléments, facilement manipulable à finalement des éléments de beaucoup plus grande dimension à partir du début des années 50, et qui correspond à l'arrivée de la grande entreprise de travaux publics, comme dont tu en parlais, dans le bâtiment, qui arrive avec ses méthodes, avec d'autres procédés. Et là, on a vraiment à la fois un changement dans les modes techniques, dans la manière de concevoir la construction, et un changement d'échelle également, puisque on arrive à un moment où le logement est un grand marché très juteux pour beaucoup de grandes entreprises de travaux publics qui arrivent sur ce marché à ce moment-là. Ça m'inspire quand même quelque chose après sur ce qui est la façon de travailler des architectes, cette espèce de cuisine architecturale. Je pensais à deux choses en vous écoutant. La première, Dumail a construit à peu près de la même façon toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a construit avec des banches, et puis entre les banches, il coulait ce qu'il pouvait, donc pouzzolane, des scories d'industrie, enfin tout ce qu'on... Et puis finalement, après-guerre, au moment de cette grande expérimentation, il a continué avec ce même principe de béton coffré. Simplement, c'est les modes de coffrage qui ont évolué. C'est-à-dire de modes de coffrage très artisanaux, ce qui s'apparentait quasiment à du pisé. D'ailleurs, il appelait ça du pisé de mâche-fer, ses premiers bétons à Gennevilliers. On arrive au système de coffrage glissant, étage par étage, les procédés Tinet ou autres, les choses comme ça, où finalement il y a un perfectionnement de l'outil, mais la pensée reste strictement la même pendant 30 ans, entre des petites maisons posées sur des fondations légères à Gennevilliers et une barre de 250 mètres au chef village, qui est supposée être la vitrine du savoir-faire français, 30 ans après. Alors ça, c'était une première remarque. Et la seconde, je pensais au procédé Camus, à l'avatar quand même assez incroyable qu'est le procédé Camus, ce qu'en ont fait les architectes. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais le premier brevet du procédé Camus, Raymond Camus avait imaginé construire des maisons avec ces panneaux-là. C'était des panneaux qui faisaient une maison. Bon, au Havre, il y a une première expérimentation là, avec ces petits immeubles, mais quand le procédé Camus arrive pour le chef village, il s'agit de construire encore des maisons. C'est-à-dire que les premiers plans masse qu'on trouve dans le fond du Mail, il s'agit effectivement de petites unités dans le parc, qui vont devenir les immeubles de Dubuisson, et qui vont obliger en fait le procédé Camus à se sophistiquer pour faire des immeubles de 2, 3, 4 étages, ce qu'il savait déjà faire au Havre. Et puis Lotz à Fontainebleau fait des immeubles de 10 étages avec. Pareil, alors là, le contrôleur technique, parce que là, on a vraiment des archives assez complètes, le contrôleur technique s'émeut. Il dit, mais c'est pas fait pour ça, et donc il y a tout un travail. Et donc voilà ce procédé imaginé par un ingénieur pour faire des maisons, voilà, qui...
Alors, ils ressemblaient à des maisons très traditionnelles avec un procédé pas traditionnel du tout. Les architectes en font des barres de 10 étages et de 200 mètres 3 ans après. Là, il y a quelque chose quand même voilà, qui montre que les logiques ne sont pas forcément les mêmes entre les différents acteurs. Moi, j'ai encore une question. Est-ce qu'il y avait, sûrement, il y avait des manuels, disons, pour le logement à cette époque, et ces opérations, elles étaient accompagnées aussi d'instructions pour l'usage des habitations pour la population. Quand vous avez eu sûrement des déplacements aussi importants de population, j'imagine, au moment de la reconstruction, peut-être l'innovation qui s'est faite dans l'organisation du plan de l'habitation. Déjà, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'innovation au niveau du plan de l'habitation? Et il y a eu, comment dire, il y a eu une espèce de manualistique, des manuels qui ont accompagné ce développement. Et il y avait une volonté d'instruire la population, presque de l'habituer, de développer une espèce par exemple, de l'hygiène, une attitude, justement, un certain type de cuisine, parce qu'on travaille, je pense, en Allemagne, c'était la Frankfurter Küche pour les modernes. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'équivalent en France? Probablement. Et on instruisait, à travers le bâtiment, on essayait de former, en certain sens, le citoyen pour être plus rationnel, pour être, qu'il habitait mieux, peut-être de façon plus différenciée l'habitation. Les installations techniques jouent un rôle auquel il fallait préparer le public, ou pas tellement dans ce que vous avez étudié? Alors, moi, j'ai peu travaillé sur la reconstruction, mais en tout cas sur la naissance du logement social français, c'est très évident que dès les premiers prototypes des fondations philanthropiques, donc vraiment là, on est au tournant du 19e siècle, effectivement, on veut apprendre à habiter. Et dans les cités de l'Office HBM de la Seine, il y a même une façon quasi policière de vérifier comment on habite, et puisqu'il y a des visiteuses, il y a tout un travail qui est des gens qu'on va peut-être même assez rarement, mais exproprier si l'usage du logement qui est fait n'est pas le bon, et une vraie hygiène sociale, qui conduisent à une forme même de fascination de gens comme Sellier, ou même Dumas, d'ailleurs, pour l'eugénisme. C'est pas un hasard d'ailleurs si pendant l'occupation, Félix Dumas travaille au sein de la Fondation Carrel. Bon, Alexis Carrel n'est pas le type le plus sympathique un grand théoricien de l'eugénisme. Alors il ne fait pas de choses particulièrement scabreuses dans cette fondation. Il va faire des études effectivement sur le logement, en décomposant les besoins du logement, les pièces et le logement par besoin, cuisiner, habiter, se laver, etc. Comme ça, tout un travail un peu anatomique. Et c'est ça qui va donner lieu à l'enquête dont vous parliez tout à l'heure, qui va être après publiée en 1947 par l'INED. L'INED qui est le direct successeur de la Fondation Carrel, institutionnellement. Et donc il y a effectivement un vrai travail, en tout cas dans ce milieu-là d'architectes, sur la façon d'habiter. Maintenant, je ne crois pas... On ne trouvera pas des textes théoriques comme chez Le Corbusier où ils vont dire vouloir apprendre à habiter à l'habitant. Mais de fait, il y a un encadrement d'hygiène sociale extrêmement fort. Et il y avait ces planches que tu as mis dans ton livre, il y en a encore d'autres, beaucoup d'autres. Oui, il y en a d'autres. Oui. Il y en a pas mal d'autres. Et du même caractère. Et ça fonctionnait, en plus les gens réussissaient à lire ces dessins plus ou moins... C'est comme une espèce de perspective à vol d'oiseau du logement. Pour ceux qui ne les ont pas vus, il s'agit de dessins effectivement en perspective écorchée. Donc on montre un plan de logement en coupant les parois à mi-hauteur. Et puis on pose des questions sur l'organisation de la cuisine, sur la température. C'est-à-dire est-ce que les gens préfèrent vivre dans une chambre à 12 degrés ou à 15 degrés, des choses comme ça. Et visiblement, les réponses c'est une enquête qui a eu un grand succès. Maintenant, je suis il faudrait être sociologue ou démographe pour pouvoir vraiment les interpréter. Mais c'est très amusant de voir, par exemple, dans les dispositifs qui sont présentés, des dispositifs traditionnels à côté de dispositifs qui sont très clairement ceux des plans de logement de Dumas qu'il a fait pendant les années précédentes. C'est-à-dire qu'on voit les systèmes d'ouverture de fenêtres, c'est ce qu'il mettait lui en place dans ses immeubles. Le type de balcon ou de loggia, c'est ceux qu'il a construits à Saint-Mandé et qui étaient comparés à des systèmes plus traditionnels. Donc il avait une espèce d'enquête comme ça, à grande échelle, sur, au fond, le contentement potentiel de l'habitant par rapport au type de dispositif qu'il proposait.
Nous, par rapport en tout cas aux surfaces qui ont été celles qui ont été données pour les maisons, après les HBM et les Logeco vont avoir des surfaces moindres. Donc les maisons françaises ont été très généreuses. Après, il faut dire qu'effectivement, en tout cas à l'époque, il y a énormément de revues qui sont publiées où on voit toute cette interrogation sur les blocaux, sur l'aménagement de la cuisine, sur les zones de détente, sur ce travail de la mère de famille, et puis les expositions des arts ménagers qui sont le lieu de tout cet art de vivre et d'occupation. Et je me souviens d'une des maisons, c'est une maison anglaise qui était la maison la plus moderne qui était, avec un frigidaire, avec un système pour poser ses torchons et qui séchait en même temps, et un évier qui avait une cuve, c'était une cuve électrifiée qui gardait l'eau chaude à température. Donc c'était des choses qu'on commençait en tout cas qui avaient été expérimentées là et qui étaient diffusées. Mais c'est vrai que disais-moi, Nicolas pourra nous compléter sur... Oui, une star, d'accord. Oui, on s'est posé avec Lionel Engrand, il y a quelques années, ça va sortir un de ces jours, la question de pourquoi les Français ont refusé la maison moderne. Et si on compare avec l'Allemagne, ce que tu disais tout à l'heure, ce qui s'est passé en France, c'est que l'aspect pédagogique extrêmement fort, hein, d'abord des fondations philanthropiques qui montraient comment il fallait habiter, etc., avec la cuisine ouverte et la cuisine équipée en 1905, hein, quand même. Donc, qui a été très importante pour la diffusion. Mais ce qui est frappant, c'est que nous, on a travaillé de 1900 à 1960 pour comprendre cette histoire de pourquoi la maison individuelle moderne a été refusée par les Français. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait un travail immense pédagogique fait par la droite et l'extrême droite en France. C'est-à-dire que les revues les plus populaires étaient des revues qui travaillaient sur l'identité française, sur le refus de l'Allemagne, sur le refus de la maison allemande. Enfin, c'était explicite. Et en fait, qui travaillaient sur la modernisation et surtout pas sur la modernité. Et un exemple que j'adore citer, c'est qu'il y a un article, Mademoiselle Chanel, qui est si moderne et qui a fait que les femmes ont renoncé au corset, habite un prieuré réhabilité. Donc, en fait, l'idée, c'est que la modernisation est bien plus importante, et donc on travaille sur l'intérieur et sur les équipements, et surtout pas sur l'enveloppe. Donc c'est l'inverse de ce qui se passe en Allemagne, d'une certaine façon. Parce que les architectes français, du coup, les modernes se réduisent à une clientèle extrêmement étroite, parce que la demande sociale va être construite par toutes les revues, comme Maison pour tous, etc. Donc en fait, ça se prépare bien avant votre moment, hein, tout ça. Quand on a eu cette recherche financée par le plan construction, qui ne paye en général que des recherches sur le présent, vous savez très bien, on a fini par dire, mais on ne peut pas comprendre la situation si on ne retourne pas jusque dans les années 10, où une exposition allemande avait fait un scandale parce que le vide, la retenue des propositions était perçue comme du rien et pas du tout comme quelque chose de positif. Donc, le refus du non décoré, etc. Donc, on a toute une situation qui est extrêmement particulière à la France et qui fait qu'on est dans cette situation dans les années 50. C'est-à-dire une situation où tout le monde accepte la modernisation et on travaille sur ces objets, sur ces équipements, mais la plupart des habitants refusent la modernité. Voilà. Donc en fait, ça a joué énormément sur tout ce qui s'est passé ensuite. Et quand on est allé ensemble justement visiter la cité, moi j'avais déjà regardé les plans des maisons, mais j'ai été extrêmement étonnée de la ressemblance de ces maisons avec ce qu'on montrait dans les années 30 dans Maison pour tous, qui était d'un niveau très très bas, hein. En plus, dernière chose, la pédagogie, elle est très importante dans cette histoire, puisque
Dans Maison pour tous, par exemple, on apprend aux lecteurs à parler des chiens assis, de la maison de plein pied, etc. Donc un vocabulaire archaïque qui est totalement diffusé et qui continue à exister aujourd'hui dans la plupart des classes sociales. Et on n'apprend pas du tout, dans aucune revue, à parler la modernité. Ça, c'est très important. Et c'est ce dont vous parlez est l'héritage de tout ce moment. Enfin, voilà. Excusez-moi d'avoir été longue. Moi, maintenant, puis après, on donnera encore la parole, disons, évidemment, à ceux qui sont ici. J'aurais quand même encore toujours un peu une question de poser avec de la naïveté. Mais ce développement des grands ensembles, n'est-ce pas, c'est l'accompagnement de ces opérations par le bureau technique et tout. Je pense que tu l'avais commencé par le dire, plus ou moins. Ça n'a pas créé un problème, disons, à la profession? Je ne comprends pas très bien la question. Le fait que, disons, entre l'architecte et, disons, l'entreprise s'est installée, disons, une espèce de compétence particulière qui est celle, disons, du bureau technique, nécessaire probablement pour la maîtrise, je pense, nécessaire pour la maîtrise de ces opérations, que maîtrise économique, ingénieresque et tout, n'a pas fini pour avoir des conséquences très importantes sur, je dirais après ce que j'en passe, mais très importantes pour la profession. Et pour la formation surtout. Ce qui est ambigu, c'est que le contrôle technique, effectivement, après-guerre, il se développe beaucoup, mais il naît, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 20, des choses comme Socotec, etc. Et c'est à l'initiative d'architectes, c'est-à-dire des gens comme Henri Sauvage ou autres, de façon, en fait, à se protéger eux-mêmes. C'est l'idée de protéger la profession de gens qui construisent mal. Et donc, au départ, c'est vraiment quelque chose qui est fait par les architectes. En l'occurrence, Sauvage, je sais, avait un grand rôle là-dedans, grand préfabricant par ailleurs, sans doute pas par hasard. Mais je pense que pour les années là, qui nous intéressent, le poids du contrôle technique n'est pas encore très important. C'est vraiment après que ça va se jouer, c'est au tournant des années 60 où vraiment l'industrialisation et le poids de l'entreprise de gros œuvres va prendre le dessus. Donc on le voit peut-être effectivement monter progressivement. Après, le grand ensemble lui-même, le terme, il est inventé par des architectes des urbanismes dans l'architecture aujourd'hui en 1932, à propos d'opérations de Marcel Lotz ou de Dumail. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'opérations de Dumail avec ce titre, grand ensemble, dès les années 30. Donc, culturellement, c'est le bébé des architectes, ça sans aucun doute. Ce qu'on a l'impression, mais je dis, c'est des observations faites par quelqu'un qui est à l'extérieur. Quand j'ai commencé à venir souvent en France, parce que j'avais des amis, premièrement, des très chers amis, chez lesquels en plus j'habitais quand je venais faire mes recherches sur Le Corbusier, je me rendais compte que quand on parlait disons, du bureau, de ce qu'on faisait dans les bureaux et tout, c'est qu'il y avait un peu de frustration par rapport, par exemple, à la Suisse. Les matériaux, puis vous maîtrisez les projets jusqu'à la fin. Comment dire, d'habitude, un mandat d'un architecte, c'est qu'il va jusqu'à la fin, tout est dessiné, tout est décidé par lui, et disons, il a seulement un client en face. Il n'y a pas un bureau technique ou quelqu'un qui est un expert qui lui dit « Ah, mais ça ne se fait pas, laissez, je prends ça en charge » ou bien même ça n'existe pas. Je sais, par exemple, pour la réhabilitation, que souvent les bureaux techniques sont ceux qui, comment dire, que parce qu'ils n'aiment pas, s'ils n'aiment pas tellement la récupération des bâtiments anciens, eh bien ils trouvent 10 000 solutions pour, comment dire, enlever le bien fondé de tout choix, n'est-ce pas? Parce qu'il commence à manœuvrer sur les normes, n'est-ce pas? Il y a des normes qui se sont appliquées d'une façon, comment dire, comptable, je dirais,
bureaucratique et empêche presque l'utilisation de n'importe quel bâtiment. Aucun bâtiment ne peut être aux normes. Par contre, si on parle avec les quelques pompiers, par exemple, qui sont experts, disons, pour les monuments historiques, ils vous disent, mais non, il y a 10 000 solutions possibles. Mais jamais le bureau technique vous dira ça. Il n'y a pas, disons, un peu de prise de pouvoir, disons, du bureau technique sur la profession. C'est fait que, dans la plupart des cas, vous avez beaucoup moins de matériaux, beaucoup moins de techniques, de solutions possibles. Vous avez plus d'artisans, au moins, à cause de ça. Mais je dis ça comme provocation. Peut-être c'est tout le contraire qui est vrai. C'est un mal contemporain. Mais clairement, la France, c'est un des pays au monde où il y a les plus grosses entreprises de bâtiments, si ce n'est... C'est le pays au monde où il y a les plus grosses entreprises de bâtiments. Idem pour l'industrie du bâtiment. On a des groupes internationaux qui ne sont pas à l'échelle de notre petit pays. Tout ça est né effectivement des années 60. Après ça, par chance, justement, moi je considère que la réhabilitation aujourd'hui, là vous m'attaquez sur les sentiments, parce que c'est ce que je fais au jour le jour, et justement l'art d'échapper à la règle et à la norme. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de liberté en réhabilitation, en restauration, parce que précisément on devient des professionnels de la dérogation. Oui. C'est bien dit. Oui. Pour répondre à ta question, Bruno, c'est clair que si l'industrialisation de la construction a entraîné des bouleversements majeurs dans la manière de construire, dans la manière de concevoir les bâtiments et l'architecture, il y a eu aussi des bouleversements incroyablement importants dans les professions, dans l'organisation des professions, dans les rapports entre les acteurs de la construction. Et on peut dire que l'industrialisation de la construction a abouti quelque part à l'éviction de l'architecte, qui petit à petit a perdu son monopole de concepteur quelque part, et a vu d'autres acteurs arriver dans le champ de la construction qui ont petit à petit pris ce que lui faisait, se sont emparés de ses prérogatives. Et ça, c'est effectivement, ça date pas des années 60, c'est même déjà juste après la guerre. Dans les premiers concours du MRU, on cherche à associer dès le stade de la conception, donc en amont du projet, tout de suite, à la fois les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, de manière à utiliser le meilleur procédé en fonction de la forme des bâtiments et de déterminer aussi la forme des constructions en fonction des procédés. Donc il y a vraiment l'idée, effectivement, de faire intervenir le plus tôt possible les professions techniques. Et c'est vrai que les architectes, quelque part, ont été à la fois les victimes et puis les artisans de leur propre perte, dans le sens où ils ont été finalement... ils n'ont pas fait grand-chose pour empêcher ça. La situation leur convenait plutôt bien. Il y avait beaucoup de projets, beaucoup d'argent à la clé. Et il y a très peu d'architectes finalement qui ont dénoncé ça. Moi, je pense à Pouillon, par exemple, qui très tôt s'est rendu compte que l'architecte allait être perdant dans cette histoire-là. Et lui, la solution qu'il prenait, c'était non pas de faire disparaître les bureaux d'études techniques, mais de les inféoder à l'architecte, c'est-à-dire d'avoir au sein de l'agence, c'est un peu le modèle aussi de l'agence entreprise des frères Perret dans l'entre-deux-guerres, c'est d'avoir effectivement la technique, les techniciens, les ingénieurs au service de l'architecture et non l'inverse. Malheureusement, c'est le plus souvent l'inverse qui va se passer, et la situation aujourd'hui de la construction en France, si on la compare par exemple à comment on construit, comment on fait l'architecture en Suisse, où l'architecte encore fait les descriptifs, fait les détails d'exécution, je pense que la situation qu'on a aujourd'hui est directement issue en fait de cette époque-là. Alors, sachant que l'époque dont on parle, justement, ce qui est passionnant, des années 40 à la fin des années 50, c'est celle où, malgré tout, l'architecte est encore dans une position, parfois, en tout cas dans les exemples dont on parle, nous, dans nos livres, de dialoguer ou de faire dériver les procédés. C'est-à-dire que Dubuisson avec le procédé Camus, Lotz aussi, etc. C'est-à-dire qu'il y a encore il y a toute cette période il y a une période d'invention qui est quand même assez fertile dans ces années-là, avec ce que voulait le MRU, qui était effectivement des collaborations architectes, ingénieurs, entrepreneurs, on peut effectivement dire qu'un peu plus tard, ce ne sont plus du tout des collaborations. Et puis qu'aujourd'hui, l'architecte français construit sur catalogue, oui, ça c'est une évidence. La collaboration, quand tu l'as fait avec un petit bureau d'études et quand tu l'as fait avec Bouygues, c'est pas tout à fait le même type de collaboration.
Nous, ce qu'on voit là, enfin, avec la Cité, c'est qu'on a quand même beaucoup de gens, d'ingénieurs, de constructeurs qui ont réfléchi avant-guerre, pendant la guerre, à tous ces procédés qu'ils mettent en place, et on les oblige à s'associer avec un architecte pour garantir, en tout cas, un plan et le respect d'un certain nombre de contraintes, en tout cas d'exigences du MRU sur ces directives, et qu'on voit des entreprises comme Brissonneau et l'autre, qui sont une entreprise de wagons, qui se lancent à travers une maison dans la construction, ou une autre, Dennery, qui fait de l'agencement de magasins. Donc on voit apparaître en tout cas des gens venus un peu de partout, qui s'essayent ou qui ont l'occasion, qui ont réfléchi et qui essayent d'adapter des choses mises en place sur d'autres programmes dans ces maisons. Il y a deux choses par rapport aux maisons dont tu parles, à tous ces procédés issus de l'industrie, qu'elle soit aéronautique ou autre, etc. Il s'était produit la même chose après la Première Guerre mondiale, qui en fait était toute l'expérience de baraquement et d'habitat provisoire. C'est-à-dire que les Canadiens ou les Américains vont faire dès la Première Guerre mondiale, on va essayer d'en construire en France. Et puis il y aura une forte résistance culturelle à ça. Et effectivement, il se reproduit la même chose après la Seconde Guerre mondiale. Et on peut imaginer que des industriels essayent de rentrer là-dedans. Par contre, les industriels, eux, du bâtiment, je pense à Maupin, par exemple, qui construit donc une maison à Noisy-le-Sec, il avait quand même fait le Chant des Oiseaux à Bagneux en 1930 ou 1932, si je ne dis pas de bêtises, qui est une expérimentation où très clairement l'ingénieur, Maupin, Fraissinet pour le vibrer tout ça, et Lotz, c'était sur un pied d'égalité dans l'invention de... si on va chercher les procédés qui sont issus de Maupin dans les années 60-70, je pense que c'est moins... La collaboration n'est plus là, très clairement. Bien, maintenant, je pense qu'on donne la parole au public, c'est ça, hein? Si aussi quelqu'un a quelque chose à dire, ou à objecter, ou à compléter. Voilà. Bonjour, j'ai été fasciné par l'espèce de panorama que vous avez fait de la naissance d'un système organisationnel, en fait, puisque ça va un peu au-delà de la technique, ça va un peu au-delà de la rationalité économique, ça semble porté par une volonté idéologique. Et vous avez parfaitement contouré le fait que finalement, il y a une espèce de fuite en avant vers des opérations de plus en plus grandes, puisque les capitaux sont de plus en plus importants, les moyens sont de plus en plus importants, les organisations sont de plus en plus puissantes. Et je me demandais si, à l'inverse, vous n'avez pas identifié des effets de percolation de ce type d'organisation, c'est-à-dire l'organisation très technocratique, très rangée, très structurée, très différentes spécialités, très spécialisées, vers le bas, vers des opérations moins importantes, de moindre envergure. Est-ce que vous n'aurez pas saisi ce mouvement-là? Puisque dans l'histoire longue, c'est un peu l'histoire qu'on soupçonne, c'est qu'à un moment donné, tous ces modèles-là ont fini par s'appliquer à des petites opérations, à l'échelle artisanale, des opérations courantes. Donc peut-être, c'est une question que je vous pose dans votre expérience de recherche là-dessus. Dans mon expérience de recherche, je n'ai pas vraiment de réponse. Une expérience d'architecte ou d'observateur, je pense qu'on passe assez facilement, si on parle toujours de la France, d'opérations de PPP, de Bouygues. On peut faire tout à fait le parallèle avec le bricoleur, avec son matériel Bricorama ou la paire, ou ses meubles Ikea. C'est-à-dire qu'au fond, comment l'industrialisation peut aller envahir jusqu'au plus petit, jusqu'au mètre carré d'architecture dans un logement périurbain, compris dans un pavillon, ça me paraît tout à fait... C'était surtout à l'échelle organisationnelle. C'est-à-dire que pour ces grandes opérations, on commence à avoir besoin d'un contrôleur technique, des spécialités différentes d'ingénierie, des spécialités différentes, d'une distinction entre le maître d'œuvre et l'architecte, etc., d'un suivi d'une entreprise très structurée qui, à un moment donné, construit des échelles de sous-traitance. Et ma question était, est-ce que finalement, on peut observer à travers les archives que vous examinez, une évolution des grandes opérations vers les petites? Est-ce qu'on peut identifier à un moment donné le fait que finalement c'est des opérations de plus en plus petites qui reçoivent ce type d'organisation? C'était plutôt ça la question. Non, pas vraiment, désolé. Mais effectivement, moi dans la période à laquelle je me suis intéressé, effectivement, on a vraiment une dimension quantitative qui est croissante et pas du tout l'inverse. Il faudrait effectivement peut-être étudier ça à
l'aube des années 80, où effectivement on passe d'une production de masse où on a jusqu'à, je ne sais plus, 300 000 logements par an, à quelque chose qui va être décroissant très rapidement. Donc ce serait intéressant de regarder au niveau organisationnel, au niveau des outils, quels sont les changements, quelles sont les adaptations qui sont faites. Mais malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner, en tout cas pour cette période-là. J'ai une petite réponse sur un autre champ. En fait, ça a migré quand même vers le champ de l'aménagement intérieur et du mobilier, cette question de la préfabrication. Ça, c'est flagrant au chef-village de Fontainebleau, et à Saint-Germain-en-Laye aussi un petit peu, mais moins, où à Fontainebleau, en fait, on va avoir les bars entièrement préfabriqués avec une préfabrication donc mobile, hein, où on amène les panneaux de plancher, les escaliers, etc. Et à l'intérieur du logement, il va se passer la même chose, où au fond c'est Marcel Gascoin, donc proto-designer, qui va faire les placards, le passe-plat, et où le mobilier va être modulaire, hein, on va pouvoir le composer, l'agrandir. C'est lui qui va faire la partition spatiale, c'est-à-dire qu'entre les chambres d'enfants, c'est un meuble. On essaie qu'il y ait le moins possible de plâtrerie, le moins possible de peinture, hein, que tout reste brut. Et donc, de la même façon qu'on amène le panneau de façade tout près, on va amener l'intérieur du logement tout près, voilà, de façon à éviter, par exemple, l'interface terrifiante. Vous savez, quand il y a une porte, il faut qu'il y ait le menuisier, le peintre, le plâtrier, tout le monde à la fois, hein, pour cette interface-là. À Fontainebleau, on l'évite. Et effectivement, on voit la naissance d'un type de mobilier qui effectivement commence à naître dès les années 40, hein, bon, qui a été étudié avant, mais qui est cette espèce de style dans le design 4ème République, hein, des gens comme Gabriel, etc., où il y a un espèce de mobilier très simple, très robuste, d'assez petite taille, adapté au logement de la reconstruction, et où effectivement la logique de la série et l'industrie envahit celle du mobilier. Ça, c'est nouveau. C'est le moment où on a Ikea aussi, là où on sait. Donc ça, très clairement, oui. Là, il y a un effet vers le... Après, dans les opérations de construction, effectivement, je pense que c'est plutôt dans les années 80 qu'on pourrait observer des choses similaires, mais qui n'en sont pas forcément la conséquence directe. Mais c'est vrai qu'au-delà, pour revenir sur ce que tu dis, au-delà de la taille, en fait, on constate, en fait, en étudiant l'industrialisation de la construction entre 1945 et la fin des années 50, on constate une migration, en fait, de la préfabrication du gros œuvre au second œuvre. C'est-à-dire qu'au début, on pense préfabriquer les murs, l'enveloppe de la construction. Ça commence d'ailleurs par les planchers dès les années 20 et 30. Ensuite, les enveloppes de la construction. Et puis petit à petit, en fait, on va plutôt préfabriquer les éléments sanitaires, les éléments de paroi. Enfin, aujourd'hui, tout ce qui est préfabriqué aujourd'hui, c'est pas l'enveloppe. Tous le même meuble Ikea préfabriqué. Hein. Dans les descriptifs de Gascoin là, pour le chef-village, il parle de mobilier préfabriqué. Il y a le mot. Hein. Et d'ailleurs, en fait, dès le milieu des années 50, la préfabrication du gros œuvre va perdre en fait, en intensité au profit finalement du béton banché. C'est-à-dire qu'on va construire la structure, on va couler la structure dans des banches de plus en plus sophistiquées. Et puis la préfabrication va être réservée simplement aux éléments non porteurs, c'est-à-dire effectivement le mobilier, les intérieurs, mais aussi les façades par exemple. Mais tout ce qui sera structurel, de l'ordre structurel, sera plutôt coulé sur place. Parce qu'il y a aussi des questions simplement techniques. Aller monter des panneaux, les empiler sur plusieurs étages, c'est plus compliqué d'un point de vue statique que d'aller couler du béton, couler des dalles et des murs. Tout simplement parce qu'un des intérêts du béton, c'est quand même le monolithisme. Et quand on préfabrique, effectivement, c'est un peu contre nature quelque part par rapport aux qualités monolithiques du béton. Oui, moi je voudrais reposer une partie de la question de Bruno tout à l'heure, de la grande question sur le prix que la scène française paye cette période-là. Dans la question que tu as posée, il y avait une partie donc qui portait sur la culture constructive. Comment est-ce qu'elle a résisté? Une chose est d'être écarté effectivement du contrôle du projet, une autre est de maintenir dans la profession et par l'enseignement une culture constructive. Est-ce que vous avez un peu une vision de ce qui a pu se passer à ce moment-là, au fur et à mesure que ce scénario qu'on connaît bien d'une perte du contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Comment on transmet? Parce que c'est quand même le problème. Le prix qu'on paye aujourd'hui, c'est là, hein, Bruno, en France. C'est la question que j'aurais posée maintenant. Oui, tout à fait.
Ça pose sans doute la question de l'histoire de l'enseignement. Bon, je maîtrise peu. Dumas a un peu enseigné aux côtés de Perret d'ailleurs, hein, c'est pas par hasard. Mais je ne suis pas sûr que ces architectes de ces générations aient eu une culture constructive si fascinante voilà, elle nous paraît aujourd'hui fascinante. Je pense qu'ils avaient une culture du projet plutôt qui permettait d'intégrer le fait de construire et les processus de construction. Je ne suis pas sûr qu'ils maîtrisaient les questions d'ingénierie, de statique, etc., davantage que nous. Clairement, c'était une culture du projet, une organisation de l'ensemble de la chaîne qui faisait qu'ils avaient une place de synthèse, sans doute, plus grande. Oui, non, je précise ma question. Le grand problème, non, je ne sais pas, c'était fascinant, effectivement, c'est une culture constructive composite. C'est-à-dire, maintenant qu'on quitte la monoculture du béton, et ça fait un moment qu'on l'a quitté, et ça va s'accroître. Le grand problème dans les écoles en ce moment des enseignants, c'est d'être confrontés à des jeunes étudiants qui ont 20 ans, 22 ans, et qui demandent une culture constructive composite. Un peu de bois, un peu de béton, et les assemblages et les joints, et comment retrouver, je prends le mot culture à dessein, c'est pas seulement des techniques de construction, c'est une culture de la construction dans le projet. Le bâti composite, c'est le bâti pré-industriel, très clairement. C'est-à-dire que si on prend le bâti parisien traditionnel qui a perduré pendant des siècles, c'est un mélange de matériaux incroyable. Hein, du zinc, du bois, des enduits plâtrés chauds, des moellons derrière, de la brique. On est typiquement dans le composite. Ce qui a amené l'industrie du bâtiment dès l'entre-deux-guerres, et puis qui a vraiment explosé après-guerre, c'est des bâtiments beaucoup plus homogènes en termes de... Et qu'aujourd'hui, avec les logiques qui sont les nôtres, il y a un gros mot, mais de développement durable, etc., on doit en revenir à des logiques d'assemblage un peu plus sophistiquées, ça paraît évident. Et je pense qu'effectivement, les jeunes générations, ça le comprennent forcément, puisqu'elles sont avec ces enjeux-là, hein, qui sont principalement, à mon avis, liés aux enjeux énergétiques, de gestion des ressources, etc., qui effectivement risquent, renouvellent l'architecture, par chance, par bonheur. Oui, mais la question peut, est-ce que les écoles sont prêtes, disons, ils livrent ces savoirs? Si les écoles ne le font pas, les architectes le feront quand même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne surinterprète pas l'influence des écoles sur le... C'est-à-dire quand on regarde les architectes qu'on cite, qu'ont-ils appris à l'école, hein, des Perret ou de la doctrine, mais pas autre chose? Là, je pense que c'est un peu une réflexion faite à partir de la situation des écoles en France. Quand on visite d'autres écoles, d'autres pays, j'ai l'impression que... J'ai l'arrogance de dire que c'est... J'ai eu la chance de passer dans des écoles en France, privées ou publiques, en architecture, et un tout petit peu en Suisse. Effectivement, la qualité d'enseignement n'est pas le même. Mais ça tient à la question de l'enseignement supérieur, je pense plus généralement en France. Là, c'est pas simplement de l'architecture. Moi, je pense que ça tient à une certaine façon de penser les choses, de penser les métiers. C'est ça. Ça tient ça. Ça tient même au fait que l'aspect artisanal qui est toujours encore présent dans l'architecture, et le devient peut-être encore plus en tenant compte de tous ces facteurs, est, comment dire, au fond, mal considéré. Je trouve que maintenant on parle, c'est tout positif qu'on parle, que ce n'est pas nécessaire, je simplifie brutalement, que ce n'est pas nécessaire que 90% des étudiants vont à l'université et fassent 5 ans à l'université, mais qu'il y a des écoles professionnelles, très bien faites. Ça, je pense que c'est quelque chose qui promet. Mais je pense que là, il y a vraiment un problème. Plus généralement, effectivement, c'est une revalorisation d'un certain type de travaux et de travaux artisanaux et de revaloriser ces enseignements qui, aujourd'hui, on met toujours l'université. Hein, c'est toute la chaîne, c'est-à-dire que les artisans ne sont pas mieux formés, on n'a pas d'enseignement professionnel en France. C'est tout. Quand j'entends dans des cours, parce que ça m'arrive de temps en temps le malheur de dire oui, de participer à un jury, c'est le concept. Et je vois comme peur des concepts si on n'a pas de connaissances matérielles, techniques, constructives, même, disons, tout en devenir, parce qu'évidemment, quand on est étudiant, mon Dieu, on n'est pas, comment dire, on ne sait rien.
Mais il y a une façon de voir les choses, de donner un poids aux choses qui jouent un rôle important, disons, après, même dans la profession, l'intérêt qu'on amène à certaines choses. Le fait que quand on fait un voyage d'études, parce que j'ai organisé ici, en Allemagne, un peu partout, que les étudiants, après 2 minutes, ils se mettent avec le dos du monument et parlent entre eux de choses sûrement sublimes, mais que ça les intéresse très peu, disons, l'objet. C'est un peu un constat que moi j'ai fait, c'est même la raison pour laquelle j'étais heureux comme tout à Nancy comme enseignant, mais j'ai quand même quitté parce qu'avec des collègues très sympathiques et tout, mais j'ai l'impression que chez les étudiants, et je pense que c'est quand même un reflet de la formation, ils s'ennuyaient brutalement dès qu'on entrait dans cette dimension de la construction. Et je me suis dit, ça veut dire, c'est quelque chose de très profond qui a affaire à la notion même, disons, de qu'est-ce qu'est un travail, quel est un travail qualifiant, quelles ambitions on peut porter sur un travail manuel, sur un travail, l'intelligence qu'il faut pour être un bon artisan. Je pense que ça, c'est une notion qui ici existe moins que dans mon pays. Que le travail manuel demande beaucoup d'intelligence. Juste, quand je parlais d'éviction de l'architecte et que lui-même a été l'artisan aussi de sa propre éviction, dans le sens où il a aussi volontairement laissé à d'autres toute cette partie technique, constructive, parce qu'ils se considéraient aussi, pas tous, il y a des architectes qui sont d'authentiques constructeurs, comme Perret, ou comme des gens comme Paul Abraham, il y en a beaucoup, mais tout un tas d'architectes aussi considéraient que ces tâches-là étaient un peu subalternes, et que l'architecte artiste, il y a cette image quand même en France très forte, même après 68, de l'architecte qui ne doit pas se commettre quelque part avec le chantier, avec des tâches considérées comme secondaires, en tout cas pas suffisamment nobles. Moi, enseignant en Suisse, je n'ai pas d'expérience de ce qui se passe en France, mais j'ai l'impression en tout cas qu'avec les étudiants qu'on a en 3e année, il y a un intérêt, je trouve, croissant pour les questions constructives, pour la construction. Et nous, on enseigne, on a un atelier de sauvegarde, donc on s'intéresse à des bâtiments des années 50-60. Et je trouve par expérience que le fait de demander aux étudiants, par exemple, de relever des bâtiments de cette période-là, de pas simplement de comprendre comment fonctionnent ces bâtiments, mais comprendre comment ils ont été construits, avec quels matériaux, avec quelles techniques, avec quels procédés. Donc de partir de l'existant, plutôt que de partir de choses un peu plus abstraites, donc de partir vraiment de la matérialité. Je trouve que c'est un moyen extrêmement intéressant, en tout cas extrêmement efficace, pour les sensibiliser à cette dimension constructive de l'architecture, qui est, à mon sens, absolument primordiale. Il n'y a pas d'architecture sans matérialité, sinon on est encore dans l'utopie ou le dessin. De ça. C'est-à-dire que j'ai eu différentes expériences d'enseignement où j'étais d'abord plutôt en 3e cycle sur des questions de recherche ou de réhabilitation, et pour arriver progressivement au bout de 15 ans à plutôt enseigner le dessin et le relevé. Parce qu'effectivement, j'en arrivais au point qu'avoir des étudiants de 1e ou 2e année, de les amener dans un édifice existant, de leur faire comprendre qu'un trait de coupe, un trait vu, etc., ça n'est pas du graphisme, que ça renvoie à chaque fois à une matière donnée, à une matière fermée, qu'un trait il se ferme en architecture, qu'un trait c'est de la matière. Et en général, je trouve que ça a un grand écho. Parce que le drame est plutôt que dans le reste de l'enseignement, ils ne trouvent pas de réponse à ces interrogations-là. C'est-à-dire qu'ils sont avec vous allez leur apprendre à faire un relevé. Voilà, moi, j'ai des étudiants qui, au bout de la 2e année, savent faire un relevé de la même façon que les étudiants de 3e année de Lausanne. Sauf qu'après, pendant le reste de leurs études, ils ne vont pas le pratiquer. Voilà. Et ils vont l'oublier. Ce qui est désespérant, c'est plutôt ça. Et à l'inverse, là, à Lausanne, il y avait des étudiants français, certains qui arrivaient de Lyon, qui étaient des étudiants de 3e année, qui étaient dans un contexte tel que celui de Lausanne, parfaitement intégrés, qui arrivaient parfaitement à nommer une pièce de charpente ou de menuiserie et à la dessiner. Je crois qu'il y a vraiment une grande responsabilité du côté du corps enseignant, tout bêtement. Alors effectivement, l'architecte artiste a laissé place à l'architecte intellectuel, après 68, mais bon, voilà. Et moi, je me souviens d'une expérience. Pardon.
d'une expérience de relevé qui avait été faite avec des étudiants de Benoît Carrier de l'école d'architecture de Versailles sur des maisons. Et donc, les étudiants avaient choisi un certain nombre de maisons en accord avec les habitants. Et l'exercice ensuite, c'était de présenter aux différents habitants qui avaient accepté de ce qu'ils avaient relevé et de comparer entre le relevé, les documents d'archives et de pouvoir arriver à expliquer en fait aux habitants les choses qui avaient pu disparaître entre-temps, être modifiées. Et c'était un vrai exercice aussi bien pour les étudiants que pour les habitants qui avaient acheté la maison entre-temps et qui découvraient cette différence entre un état ancien et un état actuel. Oui. Toc toc, oui. J'ai juste envie de questionner en tant qu'architecte et enseignant à mes heures perdues la certitude de la perte de contrôle de l'architecte que tout le monde a l'air de prendre pour acquis. J'ai envie de croire naïvement que c'est pas le cas, mais quand je réfléchis et que j'essaie de le placer dans une perspective historique un peu plus longue, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment, on va dire heureux, peut-être dans l'histoire de l'architecture, où l'architecte a été très fortement prépondérant dans la production du bâti, en fait. Néanmoins, j'ai envie de croire qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas perdues, et peut-être que la production architecturale, enfin, la production en général ne se limite pas forcément qu'à la France et à la Suisse, et qu'il y a d'autres pays et d'autres modes de faire où la perte de contrôle est absolument totale sur la question constructive. Donc j'ai plutôt envie de pas laisser passer ça, parce que j'ai pas envie d'y croire, et je pense que c'est en le disant qu'on n'y croit pas, et il me semble que les étudiants, effectivement les écoles d'architecture ne peuvent pas tout résoudre, et elles sont pas professionnalisantes, et après, c'est un débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Néanmoins, il y a une vraie demande de la part des étudiants. Enfin, on voit que les étudiants français, il n'y a pas une école d'architecture en France où les étudiants ne participent pas au festival d'autoconstruction. Ce qui en dit long, en fait, sur une demande de comprendre le fait de construire. Est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que c'est pas la bonne? En tout cas, il y a déjà une attention à ça. Il y a quelques enseignants dont je pense que je fais partie qui se battent pour cette appréhension de comment on construit, comment un bâti émerge, etc. etc. Voilà, c'était juste pour essayer pour pondérer en fait ce qui a été dit sur la perte de contrôle à laquelle, je ne sais pas s'il y a une vraie perte de contrôle. Est-ce que vous pouvez développer, parce que moi je la vois pas. On ne peut pas généraliser évidemment, mais on le voit dans les bâtiments. Pour en parler, il faudrait maintenant, disons, passer des jours et aller voir des bâtiments qui sont construits et qui sont considérés, disons, représentatifs et tout. Et à ce moment-là, on verrait plein de choses, n'est-ce pas? Ça suffit, regardez seulement. Si on va voir les bâtiments de Perret, disons, vous passez un peu d'eau et savon, n'est-ce pas? Et ils sont neufs, construits il y a 70 ans. Il y a plein de bâtiments qui ne sont même pas terminés, qui sont déjà en restauration. Et je peux en faire toute une liste, je ne la fais pas parce que je pense que ce n'est pas sympa, disons, de faire des noms et désigner des objets. Ça, c'est la question. Mais chez nous se passe aussi, je ne dis pas, c'était un peu dans ce paradigme un peu suisse, parce que j'ai le malheur, la chance d'être suisse. Deux, parce que ça permet un peu de faire ça va bien pour opposer des visions, des façons de faire, mais qui sont largement aussi, hypothétiques. Mais pas tellement, absolument hypothétique. Il y a un fond de réalité qu'on perçoit, disons, dans le construit. Mais évidemment, il y a d'autres compétences. C'est pas seulement. Pour le béton, la France était pendant des années, je dirais, absolument imbattable, qui est liée à cette maîtrise dont on vient de parler. Mais la question, est-ce que c'était savoir développer à l'intérieur de cette filière du béton, des compétences très spécifiques, où les architectes ont parfois même peut-être plus voulu entrer, ou c'était trop difficile d'avoir encore un rôle là-dedans, n'a pas eu éventuellement comme conséquence que c'est devenu
une maîtrise qui était dans les mains, disons, d'une entreprise. Il y a des entreprises. Je me souviens, il y a quelques années, on disait, les écoles, mais ça on disait chez nous, les écoles, ils ne peuvent plus enseigner ce qu'il faut savoir pour devenir un bon architecte. Il faudrait envoyer les étudiants dans les meilleurs bureaux. Et au fond, je dis, dans l'immédiat, on a presque l'impression qu'ils ont raison, n'est-ce pas, ceux qui disent ça. Et puis, je me refuse quand même de le croire, parce que je vois tout ce qui se perd. Mais ça mérite une discussion, là, parce que je sais qu'il y a des bureaux, il y a plein d'étudiants qui sont devenus d'excellents architectes parce qu'ils ont travaillé dans certains bureaux et pas parce qu'ils ont été mon élève. Corbusier qui était suisse, Corbusier qui était suisse, c'est le meilleur exemple de ce que vous dites. Je trouve que vous avez raison. C'est-à-dire qu'on prenait une voie un peu pessimiste. Ce qui est clair, c'est que par rapport à des gens comme la génération du Buisson ou de Dumail, etc., c'est des gens qui ont fabriqué leur propre cercueil. Alors Dumail est mort en 1955 d'une crise cardiaque, il n'a pas eu le temps de voir ça. Dans le cadre du Buisson, c'est quelque chose quand même d'extraordinairement amer, que la trentaine d'années qui a, même plus, parce qu'il est mort, il est mort là, il n'y a pas longtemps, où il a vu toutes ces opérations démolies les unes derrière les autres, des opérations a priori d'une très grande qualité, et puis toute cette modernité en laquelle il avait cru, qui est au fond celle qui nous fascine un petit peu, qui clairement est révolue, puisqu'on n'y croit plus. Voilà, Paris est en train de démolir ses voies sur berge, de démolir son périphérique, de démolir le trou des Halles, de démolir toute cette espèce de modernité dans laquelle on a longtemps cru. Voilà. Une autre histoire va naître de tout ça, dans laquelle sans doute l'architecte tel que a pu l'être mon grand-père, Hubert Lampoire, qui faisait la reconstruction à Caen, c'est pas le même métier qu'on fera si on le fait encore, et heureusement ça se renouvellera. Et je crois que les enjeux notamment climatiques, ce qui va arriver là dans les 70 ans à venir, vont faire que de toutes les façons on y sera forcé. Et puis tant pis, si c'est pas nous. Maintenant, je me trouve un peu, peut-être encore si c'est rapide, parce qu'il y a maintenant encore toute une dernière chose que nos publics, enfin nos experts doivent faire, c'est dire un livre qu'il apprécie et pour quelle raison. C'est juste, j'espère que je me tiens à la consigne. Et paraît-il que dans 10 minutes, il y a une catastrophe qui va se produire ici parce qu'il y a une alarme ou un exercice enfin, ils nous chassent. Je voulais dire qu'effectivement, les écoles d'architecture, puisque vous en parliez tout à l'heure, ont une part de responsabilité dans le manque de la culture constructive en France. Mais il y a aussi d'autres éléments. Je pense qu'il y a des éléments culturels. Par exemple, quand on méprise les artisans et l'artisanat en général, ça contribue à ne pas s'intéresser à la culture constructive, encore une fois. Et après, il y a la pratique professionnelle. Je côtoie au quotidien énormément d'architectes, et quand les architectes me disent « je suis allé voir un revendeur de façades », je suis désolée, les façades on les construit, on les vend pas. Encore dans la pratique professionnelle, par exemple, quand les architectes suivent de moins en moins les chantiers puisque laissent la main aux promoteurs immobiliers, forcément, on a un manque de culture constructive parce qu'on ne suit pas les chantiers, etc. Ce n'est que deux exemples, mais il y a les écoles, il y a la culture, il y a la pratique, il y a autre chose sûrement qui m'échappe. Mais maintenant, il faut... Est-ce que je me permets juste enfin, il me semble que ça a été dit tout à l'heure, vous trois, vous l'avez prononcé. Je pense qu'il y a une différence... Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du pouvoir des architectes, ce n'est pas la perte de contrôle, mais qui est de l'ordre de, j'ai l'impression, comme tout ce que vous dites, qu'il y a l'émergence d'un secteur économique après-guerre, avec une volonté forte de l'État de créer une industrie. Et on sait ce que ça a donné des géants de la construction, type Vinci, type Bouygues, qui sont eux qui maîtrisent beaucoup le procédé, enfin le fait constructif, pas forcément toujours d'ailleurs, mais en tout cas qui le vendent aux clients. Et puis il y a un secteur immobilier qui est né.
vous l'avez dit, qu'il n'y a pas en Suisse. On est très envieux, nous, architectes français, de ce qui se passe en Suisse pour les architectes. Mais la différence, je pense, n'est pas tant intrinsèque à c'est pas un rapport ontologique français qui serait différent de celui suisse, c'est qu'il y a une politique économique suisse qui est différente de la politique économique française. Bien sûr. Non, mais on parle des architectes, mais on parle d'un contexte, c'est clair, c'est tout. Il y a 1000 décisions qui se prennent à des kilomètres éloignés des architectes. Mais maintenant, il faut, je pense, c'est le rituel, n'est-ce pas? Chacun de vous, qui commence? Ah oui, Hélène, voilà. J'ai commencé. Le livre que vous avez, que vous proposez à lecture. Et alors rapidement, l'ouvrage, c'est Paris 1950, resté dans la thématique Un âge d'or de l'immeuble, publié en 2010 et écrit par Simon Textier. Et je voulais, voilà, c'était l'idée de prolonger cette histoire de l'habitat, de présenter effectivement, on parle souvent des immeubles haussmanniens, des immeubles des années 30, et j'ai trouvé que cette recherche sur l'immeuble années 50 était quelque chose d'intéressant, qui mettait en vue, au-delà des grandes figures dont il parle, de Perret et Le Corbusier, mais aussi d'un certain nombre d'architectes inconnus qui ont contribué à une plastique, à des traitements notamment de l'angle et à mettre en valeur ces immeubles qu'on connaît assez peu. Moi, j'ai choisi Histoire matérielle du bâti et projet de sauvegarde, donc de Franz Graf, qui est un livre collectif suisse. Donc, j'aurais voulu en choisir plein d'autres du même auteur. C'est donc le laboratoire des techniques de sauvegarde de l'architecture moderne à Lausanne, qui a produit au moins 4 ou 5 livres là, en l'espace de quelques années. Récemment, Georges Ador, architecte, qui est extraordinaire. Une étude architecturale de la cité du Lignon, qui est extraordinaire. Et à chaque fois, il est question d'histoire matérielle, effectivement. C'est-à-dire au départ d'un regard sur les techniques et les structures. Et puis, en fait, assez vite, on voit que Franz Graf, Yvan Delmontet et quelques autres nous parlent d'une histoire beaucoup plus universelle à travers ça. C'est une façon de renouveler aussi une histoire plus opérationnelle, en tout cas une histoire pour architectes faite de façon complémentaire, pas contradictoire avec avec l'histoire de l'art ou autre, mais qui est une histoire vraiment au plus près du bâti, de l'existant et de son devenir. Voilà. Alors moi j'ai choisi un livre d'historien, qui est un livre collectif qui s'appelle Une autre histoire des 30 Glorieuses, pour poursuivre notre propos, en fait, qui est une critique en fait de la vision un peu historiographique consensuelle, généralement consensuelle, comme une période heureuse des 30 Glorieuses, et qui cherche en fait à faire un peu une contre-histoire de cette période-là, qui interroge même le terme 30 Glorieuses, qui est un terme de Jean Fourastier, de la fin des années 70. Les auteurs, de manière un peu provocatrice, parlent des 30 piteuses ou des 30 ravageuses, selon les points de vue que l'on adopte. Et ils montrent, c'est pas simplement une lecture de cette période au prisme en fait, de nos préoccupations environnementales. Simplement, il ne s'agit pas de passer d'une doxa à une autre, mais davantage de montrer que les critiques en fait, étaient déjà inhérentes à cette période-là, à travers les artistes comme les situationnistes, à travers des gens qui vont critiquer la culture consumériste comme Barthes ou Lefebvre, ou des critiques très virulentes en fait, de la technique. Je pense par exemple à des gens comme Bernard Charbonneau ou Jacques Ellul. Voilà, donc c'est un livre très intéressant et très riche. Je vous conseille. Bien, merci. Merci tous les quatre. L'auteur, en fait, c'est un collectif. Il y a 3 auteurs qui ont dirigé l'ouvrage. C'est Céline Pessis, Cézine Topsou et Christophe Bonneuil. Et il y a en fait une quinzaine d'auteurs à l'intérieur, puisque c'était en fait les actes d'un colloque qui avait eu lieu en 2011. Merci Yvan. Les livres sont en vente. Et la prochaine conversation aura lieu le 24 mars prochain autour de l'écriture dans la ville.